En force de voir des fondateurs, au bout d'un moment, on voit des trucs émerger. En fait, on est un algorithme de machine learning, hein, on est un LLM. On voit, c'est tout bête, hein, on voit énormément de fondateurs, et ensuite, au bout d'un moment, on voit des patterns qui sortent. Et il suffit d'avoir une grille d'analyse qui est, nous, notre grille d'analyse, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité d'apprentissage, la passion et la flamme qu'on a en soi. C'est bête, mais quand on monte une boîte, qu'on a des amis qui ne sont pas entrepreneurs, on prend un verre avec ses potes, les potes ils demandent « Ah, ça se passe comment ta boîte ?» Toi, t'es en mode ouais, ça se passe trop bien !» Parce que derrière, de l'autre côté, tu t'es pris 3 bâches avec des clients, tu es en train de chialer. Eux, ils le voient dans ton regard, ils sont en mode « Tiens, je t'offre la bière, y a pas de problème. » Et ils rentrent tous en Uber, toi, tu rentres en Vélib. Et ensuite après, quand ça se passe pas, en fait, en vrai, ils sont un peu jaloux. Le syndrome d'Icare, hein, c'est quand ça se passe bien, on est invité dans des belles soirées en tant qu'investisseur, ou alors sinon par exemple son business se passe trop bien, on fait des super ventes, tout va bien, on a l'impression qu'on est un génie, qu'en fait on se sent pousser des ailes en cire, on a l'impression qu'on va pouvoir voler jusqu'au soleil, et en fait un jour, l'ego et tout ça fait que on tombe. C'est ça le truc, faut être un grand malade pour monter une boîte, faut être un grand taré. En fait, en vrai, si vous êtes complètement sain, si on est complètement sain d'esprit et qu'on n'a pas un truc à prouver au monde, on n'a pas une flamme, en fait, faut faire autre chose. Salut Alexis, comment ça va ? Ouais, salut, ça va et toi ? Super, je suis super content de te recevoir. Je me demandais, ça fait combien de temps que tu as rejoint Kima Ventures ? Là, ça va faire 10 ans. Donc, fin novembre, ça va faire 10 ans. Tu vas fêter tes 10 ans. Exactement, ça rajeunit pas. On pourrait dire que tu es super vieux, mais pas du tout en fait. C'est que tu as commencé jeune. J'ai commencé il y a 10 ans, donc là j'ai 36, donc j'avais 26. Voilà. Alors, on va commencer sur des questions un peu choc. Il est où le Alexis qui disait je passe chez Kima Ventures 2 ans et après je pars monter ma boîte que du coup tu aurais dû partir à 28 ans ? On va pas en parler. Non mais en fait en vrai c'est trop bien, je m'amuse comme pas possible. Et il faut jamais chercher l'herbe qui est plus verte ailleurs, c'est que la vie elle est courte. Il faut toujours essayer d'optimiser avec ce qui nous fait le plus plaisir dans la vie. Et en même temps, oui, je ne monte pas de boîte, ce que j'ai toujours voulu faire. À partir du moment où j'ai goûté à l'entrepreneuriat. Mais je me dis, en vrai, j'aide des gens à devenir la personne que j'aurais voulu être. Donc c'est sympa aussi, en fait. En fait, tu prends tellement de plaisir que tu t'es devenu mordu de l'investissement et t'en es jamais ressorti, quoi. Pour l'instant, non. Peut-être un jour, ça changera, mais pour l'instant, non. J'ai une question pour toi. Est-ce que les VC font des bons entrepreneurs ? J'ai l'exemple de Eleonore de Pigment. Il me semble qu'elle était VC avant. Ouais. Et je me posais cette question. Est-ce que les VC, vu que vous êtes super bons pour analyser les dossiers et sentir les choses, et bien recruter, parce que finalement, c'est du recrutement, un petit peu choisir des entrepreneurs, c'est des skills qui sont importants pour monter sa boîte. Donc voilà, est-ce que pour toi, les VC font des bons entrepreneurs ou pas forcément ? Le truc qu'il y a dans le VC, c'est qu'on a tendance à sous-estimer une grosse partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous, quand on est investisseur, on arrive, il y a des gens qui postulent, qui nous contactent, on a des intros, et en fait, on voit toute une partie de l'entrepreneuriat qui est filtrée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas toute une partie qui est le dessous de l'iceberg, qui est les gens qui galèrent, qui n'arrivent pas à trouver le product market fit. Parfois, on en voit quelques-uns, parfois, c'est dur. Et en fait, on a une vision très biaisée du monde. On voit des succès, on se dit, en fait, c'est facile. Et donc, du coup, ça biaise un peu les VC qui se disent, oui, je vais monter, j'analyse des marchés, j'analyse des trucs. C'est des skills qui sont assez différentes. Parce que analyser de façon très haute un marché, se faire des gros plans sur la comète, dans son bureau, dans sa belle tour d'ivoire, faire des market size, des trucs, en fait, c'est assez différent de quand on entreprend. En fait, la qualité d'être scrappy est vachement intéressante. Donc ça dépend de l'ADN des gens. C'est vrai que Eleonore a toujours eu un ADN et un mindset d'entrepreneur en fait, quand elle était chez Index. Et donc du coup, quand elle est passée entrepreneur, elle n'est pas non plus restée 10 ans en VC. Mais voilà, c'est surtout ça en fait que les VC, ils oublient quand ils montent une boîte, ils réalisent à quel point c'est difficile, à quel point les entrepreneurs sont des héros en fait. En fait, limite, ils voient des dossiers passer toute la journée, donc ils se disent j'ai compris, ça paraît assez simple, on va dire sur un PowerPoint, entre guillemets. Et du coup, peut-être qu'ils sous-estiment la difficulté opérationnelle et du quotidien et le stress. Et donc, du coup, quand ils se lancent, ils peuvent aussi déchanter parce qu'ils réalisent qu'il y a une espèce de dureté qui n'est pas palpable en tant que VC, forcément non plus. Oui, et puis ils disent il faut 10 000 de MRR, il faut tel chiffre, machin.
mais va faire 10 000 de MRR. Ouais. C'est super dur. Enfin, moi, en vrai, faites des office hours à Station F de façon complètement aléatoire et vous allez voir en fait ce que c'est que l'entrepreneuriat, des gens qui galèrent, etc. Et c'est facile de dire quand on est ici, ah ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas bons. Bah non, en fait, montez une boîte, vous allez voir, c'est super dur. Moi, je suis passé par là. J'ai essayé de monter des projets. Moi, j'étais la personne que les VC ignoraient. J'étais la personne où les gens changeaient de trottoir parce que mon projet était éclaté au sol, mais parce que c'est super difficile de trouver un product market fit. Il y a un côté de chance, il y a un côté de travail forcément. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de VC qui l'oublient. Ça me fait penser un peu au sentiment d'humilité. Est-ce que tu penses que... En fait, moi, je trouve que quand tu regardes les performances des VC en France versus l'attitude de certains VC français, peut y avoir une forte dissonance. Je m'explique. Bon, voilà, on le sait, en France, là, c'est plus un secret, je pense, pour personne. T'as la majorité des VC en France qui perdent de l'argent, quoi. C'est plus de 90%. Ou alors, il y en a qui sont susceptibles d'en gagner, mais c'est des plus-values latentes. Enfin, des gens qui ont vraiment gagné de l'argent au VC en France. Je pense que c'est plus un secret pour personne. Et donc, du coup, quand tu te dis que c'est une industrie qui est notamment quand même pas mal financée par les finances aussi publiques, quand tu regardes l'attitude de certains VC face à des entrepreneurs qui ont tout donné par leur boîte, je trouve que du coup, il peut y avoir un manque d'humilité. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ouais, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. En vrai, je peux que acquiescer. Hein. Parce qu'il y a des entrepreneurs, ils donnent tout, ils se battent, et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus de mérite ? Et tu vois, c'est un message que je voudrais donner à tous les entrepreneurs qui se lancent. N'ayez pas peur, ne soyez pas stressés quand vous allez voir un VC, parce que globalement, vous avez peu de chances d'en trouver un qui a déjà gagné de l'argent en investissant dans votre domaine. Donc, pour les booster un peu aussi en confiance, quoi, de dire c'est eux qui font un gros pari, qui prennent le risque, tu vois, de sacrifier des revenus pendant des années. Moi, quand j'étais entrepreneur, j'ai essayé de postuler, enfin, j'ai essayé de lever des fonds, c'était dur. Moi, je me souviens, j'avais vu un VC, et en plus, j'étais basé à Londres. En fait, en vrai, même au UK, c'était pareil. On a tendance à oublier ça. Alors que nous, quand on est entre VC, on a l'impression que tout le monde est sympa, mais on voit pas comment ils se comportent par rapport à certains entrepreneurs. Okay. Mais quand je te parle, il y a une certaine forme d'humilité, parce que quand tu pointes du doigt la difficulté, la dureté de l'entrepreneur, c'est aussi une certaine forme d'humilité, c'est aussi reconnaître que finalement, c'est aussi eux qui sont quand même pas mal dans le dur au quotidien. Grosso modo, nous, c'est simple, hein, notre vie, elle est simple. On est assis, on a un salaire qui tombe, on n'a pas de problème avec ça. Et après, on voit des entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils nous font des courbettes parce que forcément, ils veulent notre argent. Et puis aussi, on a un rôle d'influence, hein, même si ils ne veulent pas notre argent tout de suite. En vrai, tout le monde, les entrepreneurs savent que tous les VC parlent entre VC. Donc, du coup, il faut faire attention à ses réputations. Et donc, du coup, les investisseurs prennent un peu la grosse tête. Ils ont l'impression que c'est un peu eux, qu'ils ont tout compris. Parce que la pyramide de Maslow des besoins, en fait, elle est complète. On leur fait croire des choses. Alors qu'en fait, en vrai, c'est pas la réalité. Je pense que c'est un sentiment humain, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne l'argent, on te donne le pouvoir aussi décisionnel, en fait, même inconsciemment, du coup, tu peux prendre la grosse tête, mais même de manière un peu inconsciente, parce qu'en fait, dans ton quotidien, tu es dans une relation aussi de pouvoir, parce que c'est les gens qui viennent toquer à ta porte, c'est les gens qui sont dans le besoin, donc d'une certaine manière, ils sont la demande et toi, tu es l'offre, tu vois, et du coup, tu es en position un peu de... Et ce rapport de force fait que quand tu es VC, c'est dur au fil des années de peut-être pas prendre la grosse tête. Oui, c'est un sentiment humain. Mais ça marche de façon assez générale dans le business. Hein. C'est le complexe de Icare. C'est le problème, le syndrome d'Icare. Hein. C'est quand ça se passe bien, on est invité dans des belles soirées en tant qu'investisseur, ou alors sinon, par exemple, son business se passe trop bien, on fait des super ventes, tout va bien. On a l'impression qu'on est un génie, qu'en fait, on se sent pousser des ailes en cire, on a l'impression qu'on va pouvoir voler jusqu'au soleil. Et en fait, un jour, l'ego et tout ça fait que on tombe. Et en fait, c'est un sentiment qui est assez humain et qui arrive à beaucoup de gens, mais dans le business en général, ça arrive même à des entrepreneurs. Oui, tu as raison. Oui, non, mais c'est vrai que prendre la grosse tête, ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans l'entrepreneuriat aussi, ce phénomène de prendre la grosse tête. Moi qui ai un podcast, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, même par rapport à mon réseau, et je n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a des entrepreneurs qui sont ultra successful, ils viennent, ils sont ultra chill, ultra décontractés, vraiment sympas il y a une forme d'accessibilité, et d'autres, l'inverse total.
En mode, par exemple, je sais pas, t'es venu dans le podcast, mais tu m'envoies pas un texto d'air, on est pas potes, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à expliquer ça. Je te donne un très bon exemple. Arthur de Penny Lane, le mec, il est tellement sympa. Et genre, moi, c'est des choses qui me marquent humainement. Tu vois, tu te dis, putain, en plus de ça, c'est un des meilleurs pour moi dans le business. S'il écoute ce podcast, il sera peut-être content. Tu fais un petit clin d'œil. Mais là où il a tout gagné, c'est qu'en plus, il garde les pieds sur terre et qu'il est vraiment sympa, quoi. Et j'arrive pas à expliquer ça. Il y a d'autres entrepreneurs, pareil, voilà, ils ont des boîtes tout aussi grosses. Mais bizarrement, ils ont moins le temps, ils sont moins accessibles. C'est une question de style. Hein. Moi, j'avoue que... Après, c'est une question personnelle. Moi, j'avoue que je considère qu'on est dans un monde de très, très long terme. Je croise encore des gens que j'avais croisés au tout début dans mes premières aventures entrepreneuriales en 2011-2012. Et en fait, on n'arrête pas de recroiser des gens tout le temps en permanence. Et voilà, on est dans le karma, c'est important. Mais après, voilà, il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui pensent qu'être un connard, ça va. Voilà, chacun son style. Hein. Mais moi, j'y crois pas. Je t'en parle pas par hasard. La transition que j'ai, c'est que je trouve que dans les VC français, tu fais partie des personnes les plus accessibles. Et tu vois, cette humilité-là, ça transpire un peu parce que moi, je te connais un petit peu. Et donc, du coup, c'est une bonne transition. Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu arrives aujourd'hui à garder ce côté un peu accessible que Arthur de Penny Lane va avoir, que plein d'autres ont, mais que d'autres n'ont pas. C'est vrai que moi, je suis plus proche de gens comme toi. Et pour le dire, vraiment, tu es vraiment accessible. Quand on t'envoie un message, tu réponds tout de suite. On t'a croisé 3 fois, on peut te passer un coup de fil. Tu vas donner du temps. Ça, tu dirais quoi? C'est une question de personnalité? C'est à la fois une question de personnalité et aussi, quand j'ai monté ma boîte à Londres, je suis passé par des vrais moments de galère, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et je suis vraiment passé par un moment où vraiment j'ai frôlé le fait d'être SDF. Hein. J'ai vu j'ai compris pourquoi en fait on devient SDF, qu'on n'a pas de support familial. Et si j'avais pas ma famille pour m'aider en dernier moment, pour me faire machin, je pouvais plus me payer à manger. Il y a des moments, je vais me coucher en ayant faim. Et j'ai vécu ça. Et en fait, ça m'a donné une sorte de PTSD qui m'a fait comprendre qu'en fait, en vrai, on est rien. Et même qu'on est, même aujourd'hui, je suis VC, je suis investisseur. En vrai, voilà, je suis invité dans des très belles soirées, je rencontre des gens très sympas, très bien, etc. Mais je me dis, en fait, ça se trouve, ça, en fait, c'est du superflu, c'est des paillettes. Et donc, du coup, ça me ramène toujours, j'essaie toujours de me forcer à me ramener à la réalité. Et ce PTSD, ce qui s'est passé, en fait, me permet de me garder les pieds sur terre. Je pense que si jamais j'avais pas vécu des expériences entrepreneuriales comme ça, je pense que... Tu serais pas le même là. Tu penses que tu aurais pu créer un peu différent? Tu penses si vraiment tu n'avais pas vécu toute cette galère entrepreneuriale, tu avais après tes études démarré dans le VC directement, tu aurais pu un peu tomber dans ce piège aussi? Peut-être. Après, je sais, on peut jamais savoir. Hein. On peut jamais savoir. C'est peut-être l'éducation des parents, c'est peut-être l'éducation de plein de choses. C'est peut-être, on peut jamais savoir quoi. Mais comment tu fais pour... Je sais qu'un VC doit bien s'entendre avec les autres VC, c'est le propre du marché parce que tu t'envoies du deal flow. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à gérer tes relations justement avec d'autres VC que tu trouves peut-être un peu moins, comment dire, peut-être un peu plus en mode tour d'ivoire que opérationnel? Toi, tu as le côté aussi ancien développeur, assez opérationnel, un vrai technophile, on va dire. Moi, j'aime bien différencier les VC très financiers et technophiles / mais peut-être un peu geek. Voilà, est-ce que tu côtoies que d'autres VC un peu technophiles comme toi? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des clans qui se font dans le monde du VC ou non? Voilà, tu les côtoies un peu tous. Il y a des clans qui se font, mais en fait c'est assez marrant parce que c'est comme au lycée. Hein. C'est comme s'il y a une classe de 40, voilà, ou de 30, ça dépend du lycée. Ouais. Et là on est tous ensemble. On se recroise comme au lycée, on se recroise à chaque fin de cours pendant les récréations. Nous, les récréations, c'est les soirées VC. Il y en a 1 à 2 par semaine. Moi je les limite à 1 parce que sinon j'ai plus de vie familiale. Et donc, du coup, là, on n'arrête pas de se croiser. Et puis, comme au lycée, il y a des clans qui se forment parce qu'en fait, il y a des affinités personnelles. Il y a des façons de faire, etc., des façons de machin. On a tous des gens, on est plus proches les uns avec les autres. Ouais. Et ça se fait assez naturellement, en fait. Donc, il y a ça comme dans toutes les industries, il y a des cercles, il y a même des gossips. Il y a beaucoup de gossip, ouais. Il y a beaucoup de gossip, ouais. Un peu trop, mais bon. Mais, ouais, non, c'est un petit monde. On dit qu'il y a un petit peu d'entre-soi aussi dans le VC parisien. Moi, c'est vrai que je suis plus la vibes technophile. Tu vois, je trouve que ton profil... Enfin, moi, si j'étais entrepreneur, j'irais plus vers un VC comme toi pour le côté, je sais pas, le fait que tu codes, de pouvoir comprendre un petit peu les technologies du moment. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà rencontré un VC qui savait pas ce que c'était WordPress ou pas? Oui. C'est fou cette histoire. Ouais. Je ne connaissais pas WordPress. Mais c'était un VC dans la tech? Oui, au UK. Dans un gros fonds UK, et que je citerai pas.
Et la personne est partie depuis. Okay. Et regarde, si elle écoute le podcast, ça va peut-être mal le prendre. Elle va se reconnaître. Mais je sais pas si la personne fait du VC maintenant. Mais ouais, c'est vraiment ça, c'était pour la levée de fonds. Et puis à l'époque, en plus, c'était il y a combien de temps Parce qu'à l'époque, c'est comme aujourd'hui, pas connaître Shopify, quoi, en gros. Bah oui, c'était en 2019, c'était 2018-2019, c'était pour le gros site de Strapi, qui est un CMS, un concurrent de WordPress, un CMS open source. Et là, je lui parle de la boîte, je lui dis ouais, c'est un CMS open source, tu me parles chinois? Bah ok, bah c'est un CMS. C'est quoi un CMS? C'est comme WordPress. C'est quoi WordPress? J'ai fait, toi tu touches pas à la boîte. On va, ok. Est-ce que tu dis ça à l'entrepreneur parfois? Non, lui, il a l'air trop lent, on le prend pas dans la cap table. Enfin, tu donnes un peu des conseils? Non, parce qu'en fait, je suis qui pour dire ça? Le truc qu'il y a, c'est que c'est une relation personnelle. C'est l'entrepreneur, il donne tout pour sa vie, il donne tout pour sa boîte. Et en fait, l'important, c'est la relation qu'il va avoir avec son board. Si moi, je m'entends pas bien avec Jean-Michel, en fait, c'est pas grave. Ça se trouve, l'entrepreneur, il va adorer ce mec-là. On s'en fiche de ma relation personnelle. Et moi, je dis toujours aux entrepreneurs, ça, c'est peut-être quelqu'un que j'aime moins, mais voilà, c'est pas très grave. L'important, c'est que vous ayez un fit avec la personne. Vous pouvez tout lui dire. Et si jamais vous entendez avec quelqu'un que j'aime pas, c'est pas grave. C'est quoi ton plus gros kiff en tant qu'investisseur? Moi, j'en ai un énorme. Je me permets avant, comme ça, tu vas rebondir là-dessus. On s'en parlait un petit peu en off. C'est quand il y a un dossier que personne ne veut faire et que tu es le seul à vouloir faire parce que tu as une conviction énorme et que tu décides de faire et qu'en plus derrière ça se passe bien. Et je voudrais faire un petit clin d'œil aujourd'hui parce qu'on a investi tous les deux dans la boîte pour Mimoun de Sterling. Parce que au moment d'investir dans Sterling, en gros, je regardais le chiffre, les decks, le marché, etc. Enfin, la due deal classique, quoi. Et je me disais, c'est quoi cette boîte de ouf? Et quand j'écoutais le marché des VC, genre, tout le monde disait, il répond pas au code, etc. Il y avait une telle dissonance que vraiment, j'ai eu du mal à prendre ma décision parce que tu sais, t'as aussi l'effet de marché qui, quand personne veut faire un truc, tu te dis merde. Et ça, c'est vrai que moi, c'est mon plus grand plaisir. C'est quoi, toi, ton plus gros kiff en tant qu'investisseur au quotidien chez Kima? En fait, c'est un peu similaire. C'est vraiment soit accompagner des gens avec des parcours non linéaires. Des gens. En fait, il se trouve que les meilleurs fondateurs, on voit ça dans la vallée, c'est des gens qui ont des parcours non linéaires, soit qui ont drop out, soit s'ils sortent un peu des codes, etc. En fait, ça en France, on n'aime pas, en Europe, on n'aime pas, mais en fait, c'est comme ça qu'on trouve des gens qui ont la flamme d'entreprendre et qui ont justement qui ont envie de tout casser. Ça fait trop plaisir. Et où les gens veulent pas aller là, parce que du coup, vu qu'ils sont pas. C'est quoi, par exemple, je sais pas, ils sont au bac, limite, ils arrêtent. Ils arrêtent même avant de passer le bac et ils lancent une boîte, par exemple. Alors ça, j'en ai pas eu encore, mais des gens là actuellement, il y en a. Là, actuellement, j'en ai 2 qui ont soit eu juste le bac, soit fait 1 an d'études et qui ont arrêté. Là, actuellement, en deal flow, j'en ai 2 comme ça qu'on accompagne, on essaie de les aider à lever des fonds. Ça, c'est trop bien. Et l'autre partie, c'est en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est les gens en fait où tu as une forte conviction sur quelqu'un, l'entrepreneur, il veut tout casser, il a une passion, il a du drive, il veut tout péter dans un secteur intéressant, et là, tu as tous les VC qu'ils ont. Et toutes les meilleures boîtes, en fait, sont toujours passées par un moment, enfin pas toutes, mais la très grande majorité sont toujours passées par un moment où, en fait, elles étaient refusées par tout le monde, où tout le monde disait que c'était de la merde. Tu penses que le monde du VC est moutonnier en France? Oui. Oui, mais parce que ça vient d'un manque de diversité dans le recrutement. Mais ça vient en fait de l'histoire du VC. Parce que le VC a été créé en France sur des post-années 2000 où en fait chaque banque, soit BNP, la Banque Postale, patati patata, avait tous une petite partie dans sa partie investment banking et toute une petite partie VC. Et ensuite après ça a été spin-off. La Banque Postale c'est Xange, BNP c'est Partech, patati patata. Et en fait, il se trouve que historiquement, du coup, ça a insufflé une culture, un ADN, une façon de recruter qui recrute un peu toujours les mêmes profils. Alors, c'est pas pour tracher sur ces profils. Il y a des gens très bien et géniaux qui ont une vraie passion pour le domaine et tout. Mais il manque une diversité de profils sur avoir soit, forcément, je suis biaisé, je vais dire des ingénieurs, mais pas que des ingénieurs, des gens qui sont très variés, très différents, qui viennent des différents backgrounds. En France, et c'est comme ça qu'on repère des pépites non consensuelles. Un Mimoun, par exemple, de Sterling, c'est quelqu'un qui est non consensuel, mais parce que c'est plus simple de le voir quand on a des backgrounds un peu différents. Si tout le monde est dans le moule, tout le monde va penser de la même façon. Ce qui est fou, c'est qu'il y a un VC qui a dit à Mimoun, je sais pas qui lui a dit ça, c'est drôle, mais du coup, il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Mimoun lui a dit, je vais faire 0 à 5 millions d'ARR en 12 mois. Et le VC en face lui a dit,
si tu fais ça, t'es la boîte qui fait le plus de croissance en France. Enfin, t'es la boîte, la startup qui fera le plus de croissance en France. Donc, un peu bon courage. Et genre là, je crois qu'il veut faire 0 à 7 millions d'RR en 18 mois. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il est dans les clous, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas compris pourquoi les gens voulaient pas investir dans cette boîte. Bah, parce qu'il est non Moi, j'avais pas consensuel. compris. Oui, mais la boîte, elle explosait, quoi. Pourquoi elle était non consensuelle? Ça peut être intéressant. Parce qu'en réalité, Mimoun, il a un super parcours académique. Je crois qu'il a travaillé dans un fonds de PE assez connu. Ça fait peur. Parce qu'il fait peur. Parce qu'il est drivé, il est très intense. C'est génial, hein, c'est des super qualités qu'on a entrepreneur. Et d'ailleurs, on regarde un Mark Zuckerberg, on a un Elon Musk. Faut voir ce genre de personnes. C'est des personnes qui sont pas faciles à travailler. Être le board member d'Elon Musk, je pense que t'as pas envie. T'as raison. Il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, Mimoun, je l'ai interviewé dans le podcast, qui sortira d'ailleurs pour ceux qui veulent. Il dit, sa mère lui disait, tu vas soit devenir milliardaire, soit finir en prison. Ah oui, mais en fait, c'est ces gens-là qu'on a envie de financer. Et alors oui, au quotidien, parfois, bon, je dis pas pour Mimoun, mais en général, parfois c'est une typologie de fondateurs où parfois c'est pas très facile, tout ça. Ouais, c'est des têtes brûlées un peu. Voilà, mais c'est comme ça qu'on fait des super bons retours. À l'époque, les gens disaient, pendant un moment, les gens disaient pareil de Raphaël William chez Luco quand il faisait son seed. En fait, la réalité, c'est que Raphaël, il a monté une boîte exceptionnelle. Et il faut aller le chercher, les assurances à 20 balles par mois, hein, avec son gars, etc., et faire une grosse boîte avec. Après, l'histoire a mal terminé, non? Ça s'est pas fait racheter 4, c'est pas cette boîte-là? Si, mais l'histoire est un peu compliquée. Okay. Je pourrais en parler. Ah d'accord, ok, ouais. Ça a duré longtemps. Mais parce que ça fait aussi partie de l'entrepreneuriat. Il y a un moment, il faut aussi, enfin voilà, c'est en créant des trucs énormes que forcément, de temps en temps, il y a des sorties de route. Ça arrive. Et il faut pas, voilà, il a quand même monté un truc génial. Moi, je voudrais parler de ça. Il y a une histoire qui m'a marqué. Je voulais investir dans un dossier et je me posais pas mal de questions. Et comme j'ai pas mal confiance en tes talents de recruteur, je t'ai appelé et je t'ai demandé des conseils. Et tu m'as posé une question qui m'est restée aujourd'hui et je me sers toujours pour mes investissements. Tu m'as dit, est-ce que quand tu es ressorti du call, tu es ressorti avec plus d'énergie que tu t'en avais quand tu as démarré le call? Et après, j'en ai parlé à d'autres VC. Et en fait, j'ai compris que tous les meilleurs VC, en tout cas que j'ai rencontrés, avaient cette règle. Et alors, du coup, j'ai pas fait cet investissement, que je citerai pas, parce qu'effectivement, ça cochait toutes les cases, mais il y avait une espèce de fréquence, une énergie qui fait que, voilà, on discute, mais... et c'est vrai que j'ai l'impression que les entrepreneurs qui réussissent, ils ont un espèce de truc, ils ont de l'optimisme déjà. Il y a un optimisme qui est insatiable. C'est-à-dire, même s'il se passe les pires galères, ils sont toujours optimistes. Et puis, ils ont toujours plein d'énergie. Et apparemment, même quand tu suis les boîtes, tu continues de ressortir avec plus d'énergie, même dans les calls d'après. Est-ce que ça se vérifie toujours, cette règle? Et moi, je focus sur ce truc-là maintenant. Il se trouve que dans les meilleurs deals dans lesquels... bon, là, je peux parler que de moi, parce que moi, j'ai fait, c'était le cas. Genre 100% des meilleurs deals que tu as fait, il y a ce truc-là. Peut-être que j'en oublie quelques-uns où c'était pas le cas, et donc forcément, mais dans la très très grande majorité, j'irais 80% au moins. Et il y a toujours eu un truc, une passion des fondateurs, un drive, une obsession, une flamme. Et parce qu'en même temps, c'est ça le truc. Il faut être un grand malade pour monter une boîte. Il faut être un grand taré. En fait, en vrai, si jamais vous êtes complètement sain, si on est complètement sain d'esprit et qu'on n'a pas un truc à prouver au monde, on n'a pas une flamme. En fait, il faut faire autre chose. Je recommande le podcast avec Pierre Entremont, qui est un confrère à toi, qui parle de ça et qui effectivement dit qu'il faut avoir un pet au casque, je le cite, pour monter une boîte. Ah mais totalement. Et les gens réalisent pas. Totalement. Et à la fois, il y a ça, et à la fois, c'est normal pour persister par rapport au haut et par rapport au bas. Déjà, il faut avoir une force d'esprit. Et après, il y a un autre sujet qui est la santé mentale des fondateurs, qui est un sujet dont les gens ne parlent pas assez, parce que quand on se prend des bâches toute la journée, on se prend des hauts, on se prend des bas, etc., à des moments, c'est pas facile. Mais c'est aussi parce que c'est des gens qui ont un peu une rage de vaincre, qui réussissent à passer comme ça, quoi. Comment tu sens cette énergie alors du coup? Parce que c'est juste, tu te fais un état de toi-même en gros avant le call et après le call et tu te vois, enfin, tu le sens bien aujourd'hui, vu que tu as énormément d'expérience maintenant dans ce domaine-là, tu arrives à sentir assez facilement maintenant? En fait, c'est à force de voir des gens, à force de voir des fondateurs, au bout d'un moment, on voit des trucs émerger. En fait, on est un algorithme de machine learning, hein, on est un LLM. On voit, c'est tout bête, hein, on voit énormément de fondateurs, et ensuite, au bout d'un moment, on voit des patterns qui sortent. Et il suffit d'avoir une grille d'analyse qui est, notre grille d'analyse, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité d'apprentissage, la passion
et la flamme qu'on a en soi. Et puis l'instinct, c'est toute l'expérience que tu as acquise sur ces 10 dernières années. Tu as acquis tellement d'expérience qu'à la fin, ça crée, je pense, des chemins neuronaux qu'aujourd'hui on appelle instinct. Mais en réalité, c'est juste effectivement un algorithme de machine learning qui est dans ton cerveau qui connecte les neurones entre eux instantanément quand tu vois quelqu'un, mais que tu pourrais même peut-être pas expliquer, ce qu'on appelle instinct, mais qui est en fait lié à tes 10 ans d'expérience. Et donc ça, tu le sens assez vite. Genre limite en 5 minutes, quand tu as quelqu'un, ça peut être aussi rapide que ça ou pas? Ça peut être aussi rapide que ça. Hein. Et alors, il y a des cas extrêmes. Il y a parfois, les fondateurs, ça arrive, c'est horrible, et je suis vraiment désolé pour eux. Ils arrivent, ils se présentent, ils disent bonjour, et la façon dont ils disent bonjour, on est en mode, ça va pas le faire. Et tu le dis ou pas, assez vite? Non, parce que c'est leur passion. Bon, après, les gens vont tous penser qu'en fait, vont avoir peur en disant bonjour. Et ils vont s'entraîner à dire bonjour. Voilà. Mais en fait, je leur dis pas, parce que c'est tellement leur passion, ils font ça ils vivent de ça en fait, donc la réalité c'est que je reste longtemps sur l'appel, et après ça peut changer, hein. Parfois ça arrive. T'as dit un bonjour genre non et tout, et à la fin ouais. Et d'ailleurs il y a un autre truc, tu disais que Jean de la Roche-Brochard, du coup qui est ton binôme chez Kim Adventures, vous faites le même travail, donc vous faites des calls avec des entrepreneurs, vous décidez, que lui décide à la fin du call, et que toi tu t'attendais plutôt le lendemain, peut-être un peu plus à froid, pour pas être impacté par un peu les émotions. C'est toujours vrai aujourd'hui? Ouais, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et les fois où... Lui aussi, il n'a pas changé, Jean? Il me semble qu'il n'a pas changé. Mais après, voilà, chacun fait con. Ouais. Et moi, je fais plutôt comme ça. Et les fois moi, je trouve ça pas mal, hein, parce que moi, le nombre de fois où, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me suis assagi, on m'envoyait un mail et qui m'énervait, je répondais à chaud. Et je me disais, putain, horrible. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Et après, je me disais, je fais plus jamais ça. Et un mois après, boum, on me renvoie, je recommence. Tu vois, il faut des années d'expérience pour savoir que ça s'agir, quoi. Mais jamais réagir à chaud. Jamais. C'est pas le bon plan. Franchement, c'est pas le bon plan. Jamais. Surtout quand t'es un peu énervé d'ailleurs aussi. Parce que du coup, il y a des mots qui peuvent dépasser ta pensée. Enfin, vraiment, c'est le mauvais plan. Ça, c'est ma recommandation. Tu reçois un mail qui te plaît pas, ou même un texto, etc. T'attends au moins le lendemain. C'est le meilleur conseil, ça, vraiment. Ouais. Donc, je suis assez je suis assez partisan de se dire de dormir sur, tu vois, un projet. Oui, puis surtout que c'est pareil, parfois on sort de l'appel, on se dit « Waouh, c'est incroyable, c'est trop bien, etc. » Puis on raccroche, on attend un peu, on fait « Ah non, mais en fait, ça marche pas du tout son truc. » Et voilà. Et l'inverse aussi. Oui, l'inverse aussi. Moi, ça m'arrive avec Gauthier, avec mon fond, où en gros, je suis à fond et tu laisses, je dis toujours, on laisse reposer le deal. Et tu sais pas pourquoi, on dit souvent ce terme-là, on va laisser maturer le deal, tu vois. Et en gros, parfois, il mature bien et parfois, il mature pas bien. Mais je pourrais pas t'expliquer pourquoi. C'est des calls avec d'autres personnes, des experts, etc., de la prise d'information. Et je sais pas, au bout d'une semaine, t'as complètement changé d'avis. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Et même parfois, même sans rien faire, juste ton cerveau de machine learning, il réfléchit tout seul la nuit. Au bout d'un moment, il part sur un chemin totalement inverse. Non, totalement. Et puis, oui. Après, il y a toujours le problème, c'est qu'on peut toujours trouver 36 milliards de raisons de ne pas faire un deal. Par exemple, Sterling, on peut trouver 36 milliards de raisons de ne pas le faire. Mais voilà, il faut aussi avoir confiance dans l'instant et savoir exactement quelle est la grille de lecture qu'on regarde, qui est, pour nous, en tout cas, je pense que c'est la grille de lecture où je suis le plus à l'aise sur les boîtes très très jeunes, qui est principalement sur 80% sur à quel point le fondateur a faim. Okay. Exécute vite et apprend vite. Et la vélocité. Mais tant qu'on reste fidèle à ça, oui, c'est vrai que dormir un peu dessus, c'est pire. En tout cas, toi, ton plus gros kiff, donc ce que je retiens, c'est un entrepreneur qui sort un peu des codes, qui n'aurait pas fait du coup le parcours HEC, Polytechnique, etc. Limite même un parcours atypique, qui arrête ses études en plein cours, que personne ne veut financer et que toi, tu trouves qu'il a une flamme. Tu te dis, putain, j'ai eu ma conviction. Et si ça marche derrière, là, c'est là où tu as le meilleur sentiment de te dire, là, je kiffe mon métier, quoi. Bon, après, il y a des gens qui ont fait des études et qui sont très bien, il n'y a pas de sujet. Non, bien sûr. Je ne suis pas biaisé en disant ça, mais... mais on parle de ton plus gros kiff, peut-être. T'en as forcément d'autres. Non, mais c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est trouver un entrepreneur que tout le monde, que personne ne regarde. Et, parce que le fondateur d'Alibaba, tu le finances, c'est le niveau max. Toi qui faisais refuser des fast-food, enfin... Non, mais quand vous regardez, la majorité des entrepreneurs sont passés par un moment, des entrepreneurs qui ont réussi sont passés par un moment dans leur vie où personne ne voulait d'eux, où ça a été flippant. Sur 80% des cas. Alors, c'est peut-être pas forcément le premier tour. Si c'est pas le premier tour, c'est le tour d'après. Il y a un moment où ça a été dur. Et je reprends l'exemple
Je reprends l'exemple de Luco, qui a fait pendant un moment, il y a un tour de table qu'il n'a failli pas faire. Maintenant, c'est bien, je peux dire les chiffres. Qui faisait 50% de croissance mois par mois sur un marché qui est énorme. Et en fait, personne ne voulait de lui pendant un moment. Et il a fini par investir dans la boîte. Ouais. À 50% de croissance mensuelle. Voilà, mais ça arrive, des histoires comme ça, honnêtement, des boîtes avec des fondateurs géniaux où ça se passe bien, c'est génial, et t'es en mode, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Parce qu'en vrai, quand on est dans une énorme industrie, avec un gros marché, une bonne croissance, un fondateur qui a la dalle, explique-moi ce que tu veux maintenant, enfin, on va aller plus vite. Après, quand on connaît l'issue, on pourrait se dire que peut-être qu'ils ont bien fait. Vu qu'aujourd'hui, on sait la fin. Oui, mais après, en early stage, c'est en pareil. gros, juste pour parler de ça, Luco, je crois, a été racheté, je sais plus, 4 euros ou 1 euro symbolique par AXA, une assurance à la barre. Donc j'imagine que la boîte était en redressement, non ou... Oui, mais après, c'est pareil, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est que déjà, pour vouloir faire des énormes choses, il y a toujours du risque, donc il faut accepter le fait qu'il y a des sorties de route, parce que sinon on prend plus de risques, on fait plus des trucs énormes. Donc à partir du moment où on accepte l'échec, limite un peu célébrer l'échec, parce que vouloir faire un peu, en fait, l'arrêter, il faut avoir un peu de sortie de route. C'est parce qu'on a un peu de sortie de route qu'en fait on essaye de faire des choses ambitieuses. En fait, je voulais juste faire le parallèle où tu sais qu'ils faisaient 50% de croissance par mois, et qu'il y a des investisseurs qui ont décidé de pas investir malgré ça. Mais je me dis peut-être qu'ils avaient raison, ils ont vu un autre truc. Et l'histoire a montré qu'en fait, ils avaient peut-être raison. Peut-être, mais les arguments que j'avais à l'époque n'étaient pas les arguments qui ont fait ça. L'histoire est un peu complexe. Et en plus, après, quand il y a eu l'attraction qui s'est passée après, l'histoire qui s'est passée après, en tant qu'investisseur de site, normalement, on fait son job qu'on a investi dans la boîte. Après, ce qui se passe après... Voilà. De toute façon, c'est le marché le plus incertain qui existe. Non, enfin, y a pas de... C'est peut-être le seul marché, le monde du VC, où il n'y a pas de règles. C'est qu'en fait, tout peut arriver. C'est un marché où tu évolues dans l'incertitude et peut-être dans le chaos. Ça n'existe pas une industrie avec autant de chaos et d'incertitude. Ah, mais c'est aussi, je pense, une des raisons. Donc, on parlait de la pyramide de Maslow, des soirées, etc., qui fait que les VC ont de l'ego. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie de la raison de l'ego des investisseurs, qui est du fait que l'être humain n'aime pas ne pas savoir s'il est fort ou pas. On n'aime pas ça. On a envie de se coucher le soir et avoir l'impression qu'on est quelqu'un d'intelligent, de fort, etc. Surtout à l'époque de la génération TikTok, Instagram, où en fait il y a des célébrités partout, etc. On a envie d'être sur le devant de la scène, on a envie d'avoir l'impression de servir à quelque chose dans ce monde, sinon on vit pas bien. Et se retrouver dans un job où en fait, essentiellement le job de VC, déjà, généralement on sert pas à grand chose, et deuxième, dans la vie de l'entrepreneur, et en tout cas pour 80% des investisseurs. Et ensuite, après, le numéro 2, c'est qu'on ne sait pas si on est fort ou pas. Moi, je n'ai absolument aucune idée de si jamais aujourd'hui, je suis un bon investisseur ou pas. Et aussi, 3, tu te trompes plus souvent que tu as raison, non ? Parce qu'en gros, tu as plus de boîtes qui vont à l'échec que... Donc, c'est peut-être aussi... Donc, c'est le métier où c'est le plus incertain, où il y a le plus de chaos, où tu as plus souvent tort que raison. C'est fou comme métier, ça n'existe pas. Donc, tu penses que c'est pour ça peut-être que certains VC, du coup, ils ont besoin peut-être de se mettre un peu d'ego, parce qu'en fait, c'est aussi difficile de se dire je suis dans un métier où je connais plus l'échec que la réussite. Bon, après, au global, le but, c'est qu'il y a une boîte qui te rend tout. Voilà. Mais en gros, tu as plus souvent tort que raison. Tu es dans l'incertitude tout le temps. Et en gros, tu es sur des plays de genre 15 ans. En gros, tu sais à la fin si tu avais raison au bout de 15-20 ans. Oui, puis même au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 10 ans, tu regardes ton portfolio, tu dis ah bah ouais, j'ai fait des bons investissements. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, t'es devenu tout pourri. Ah oui, en plus. Et en fait, c'est ça le truc. C'est que dans 10 ans. En fait, on peut jamais savoir. En fait, pour te juger maintenant, on pourra le savoir que dans 10 ans. Donc, on peut jamais vraiment te juger parce que t'es vraiment au moment où je te rencontre, quoi. Et toi, tu peux jamais savoir non plus. Exactement. Tu sais que a posteriori si t'as des deals qui sortent. Exactement. Et ça rend fou beaucoup de personnes. Ça rend fou beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à l'accepter. Moi, je trouve honnêtement que c'est très difficile. D'ailleurs, c'est un sujet que je voudrais aborder avec toi. Chez Kima Ventures, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir celui que j'ai fait avec Jean de la Roche-Brochard aussi, qui est ton binôme. Et en fait, je me disais, vous vivez aujourd'hui sur des carides. Donc, si vous avez sur vos investissements, vous générez une plus-value, vous allez toucher un caride. Voilà, Jean en a parlé dans le podcast, il dit que c'est à peu près 5% pour chacun. C'est à peu près 15%. Et en gros, donc, je me disais, j'ai fait mes petits calculs. Vous avez investi à peu près 200 millions. Il y a à peu près 700 millions d'euros de plus-value latente. Donc, ça fait une plus-value latente de 500 millions. Sur cette plus-value latente, si tu réalises ces 500 millions, si tu as 5%, tu peux toucher 25 millions d'euros. Mais je me disais, ce qui est ultra stressant pour vous, c'est qu'en fait, tu sais jamais déjà si tu vas les toucher.
la probabilité qu'il y ait des boîtes qui échouent entre le moment où tu vois ce truc-là qui est au-dessus de ta tête, c'est pas une épée de Damoclès, c'est comme tu as un énorme chèque au-dessus de la tête, mais finalement, tu sais jamais s'il va vraiment tomber, s'il va pas être découpé au fur et à mesure qu'il tombe. Et je trouve que c'est un métier très stressant parce que tu disais la dureté de l'entrepreneur. Moi, je dis toujours la dureté du VC. Les entrepreneurs n'ont pas cette difficulté d'attendre un chèque qui est énorme, que tu peux attendre 15 ans et qui en plus peut mourir en 1 an. Parce que si un marché, par exemple, s'écroule, cette plus-value latente des 500 millions, en gros, tu as une boîte, par exemple, qui est valorisée, je sais pas, qui te donne une plus-value latente, par exemple, de 200 millions. Si elle saute, au lieu d'avoir 700 millions de plus-value latente, en fait, c'est 500. Et donc, du coup, vu que vous avez investi 200, c'est plus 500. Le carré n'est plus calculé sur 500, mais sur 300. Et donc, il peut diminuer. Et en final, même, tu peux te battre pendant 20 ans. Et en fait, avoir une plus-value latente, je sais pas, par exemple, d'1 milliard. Et à la fin, en fait, ne représente plus que 100 millions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, comment tu vis ça? Est-ce que ça te stresse au quotidien? Non. Ou pas du tout? Ça me stresse pas parce qu'en fait, déjà, je m'en fais pas du tout de la santé financière des investisseurs, des VC. Parce qu'en fait, en vrai... quand on regarde Arkema, on va pas parler de la et je suis pas là pour négocier mon salaire, non mais si, parce que c'est ton carré dont on parle aussi, c'est-à-dire que est-ce que tu te dis pas parfois parce que tu as fait forcément tes calculs, tu te dis je peux toucher ça et au final tu te dis je fais pas ça pour l'argent. Okay. En fait, je fais pas ça pour l'argent, je fais vraiment ça parce que je suis peut-être trop naïf par rapport à ça, mais je fais ça parce que j'ai voulu être entrepreneur avant, j'ai vu que c'était dur. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de raccrocher au téléphone avec quelqu'un et c'est de raccrocher au téléphone avec un entrepreneur où c'est pas facile, où parfois il est overlooked, où parfois les gens ne le regardent pas, ou parfois qui ont des phases qui sont complexes avec leur board member. Et ensuite, après, être un peu sympa avec eux, discuter, être un peu leur psy et leur faire passer cette phase. Et c'est ça, en fait, qui me fait. C'est vraiment ça, pour ça que je fais le job, c'est parce que j'ai envie d'aider des gens à devenir ce que je me suis planté à être en fait. Par procrastination? Tu veux faire un plaisir par procrastination? Pas procrastination, par procuration. Par procuration. En fait, c'est exactement ça. Et après... quand tu vois quelqu'un réussir, ça te fait kiffer. Ouais, c'est ça. Et après, moi, en fait, en vrai, moi, je m'en fais pas du tout pour la santé financière des VC. Quand on voit sur Instagram leurs vacances... Oui, mais c'est les management fees. oui. C'est sur les management fees. Donc, non, mais je me dis juste... Ils ont quand même un bon lifestyle, les VC. Je m'en fais pas trop pour leur remboursement d'emprunt immobilier. C'est ça. En fait, non, mais les entrepreneurs c'est un peu plus dur. En fait, je me disais juste, si ton carry, il est calculé sur un montant qui fait qu'en une journée, je schématise, il peut perdre 20% de sa valeur en fait en une journée. Je trouvais ça assez stressant. Un autre point, est-ce que c'est possible d'investir par exemple dans une boîte en seed, par exemple sur une valo, par exemple, elle est 5 millions, que la boîte monte à 10 milliards de valo, que toi, t'es pas sorti parce que tu n'as pas eu de fenêtre de sortie, et que la boîte aille au tapis après, et que du coup, tu avais une plus-value latente de je sais pas, par exemple, 100 millions, et que ces 100 millions en fait, deviennent zéro, et que toi, en fait, tu n'as juste plus rien faire, tu as juste pu assister à la scène, où en gros, tu vois ton gain monter dans des sphères stratosphériques et descendre à zéro, et en fait, tu as juste perdu les 100 000 que tu avais investi au début. Oui, ça arrive. Ça arrive souvent. Ça, je trouve ça dur aussi. J'en ai beaucoup parlé ici, mais l'histoire de Luco, par exemple, on était précis investor. Ça arrive de temps en temps, mais en même temps, voilà, c'est le game. Ça fait Luco, partie par exemple, vous n'avez pas touché d'argent? Non, on a tout perdu. Mais pourtant, la boîte, vous aviez fait un multiple de peut-être au maximum de combien? Je crois qu'on était à 40-50, comme ça, entre 30 et 50. C'est énorme. Donc en gros, si tu as mis 100 000 et que tu es à 40, tu avais 4 millions en gros que tu pouvais toucher. 5, je crois. Ouais. Mais comme il n'y a pas eu de rachat ou de retour de financement, ou une proposition de vous racheter vos parts, finalement, donc à la fin, vous pouviez gagner 4 millions, vous avez perdu 100 000. Voilà, exactement. Mais après, c'est à nouveau, c'est parce qu'on prend des risques, ça fait partie de l'histoire. Et les gens, ils adorent sur LinkedIn. Il y a des gens sur LinkedIn qui aiment beaucoup ça et qui ont des posts où ils s'amusent à faire des newsletters sur le sujet. Je ne vais pas citer, qui aiment beaucoup tirer sur l'ambulance et regarder tout ce qui se passe mal et regarder cette boîte. Ah, il a raté. Ah, le nul. Mais en fait, il faut de ça. Il faut des gens qui prennent du risque, il faut des gens qui montent des boîtes, et parce qu'on monte des boîtes, en fait, il y a du succès, mais ça fait partie aussi de comment est-ce que l'écosystème se structure. C'est l'industrie qui est comme ça, quoi. C'est l'industrie qui est comme ça. Et c'est important de le savoir, parce que dans les médias, toi, c'est ton métier au quotidien, donc c'est ton quotidien. Enfin, tu vois, c'est normal. En fait, il y a plein de gens qui lisent justement dans les médias aussi, certains médias qui vont faire peut-être l'inverse, qui vont recenser des boîtes, etc.
où tu as l'impression que c'est tout rose, que les VC s'enrichissent à outrance, alors qu'en fait, sur les management fees notamment, ça c'est vrai, mais c'est pas aussi rose que ce qu'on voit dans les médias, en tout cas sur les levées de fonds, les valorisations, etc. Ouais. Après, c'est pareil. Là, je reviens sur le côté pour les boîtes qui s'arrêtent. Faut quand même revenir au fait que elles sont tous principalement composées de personnes qui se retrouvent des travails assez facilement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la perte il y a la perte financière, les problématiques pour les clients. Mais en fait, au final, c'est pas comme un arrêt d'usine ou l'arrêt de voilà, il y a des boîtes en fait quand elles meurent, c'est un gros problème structurel. S'il y a pour les startups quand elles s'arrêtent, en fait, c'est les talents se recasent pas trop difficilement et voilà. Dans la tech. C'est tout dans la tech. Ouais, c'est vrai qu'il faut relativiser. Il y a pire dans la vie que de monter une boîte et de la foirer. Peut-être là-dessus, d'ailleurs, on est trop, un petit peu peut-être trop frileux ou. Non, on sait. C'est vrai que pendant un moment, les gens, en France, avaient un peu du mal à débrancher la prise quand c'est difficile et quand ils voient qu'il n'y a pas de product market fit et quand c'est un peu voilà. C'est dur à faire ça. C'est très dur. Très dur. Je pense que ça c'est peut-être le truc le plus dur pour l'avoir connu dans ma vie. J'ai traîné des projets, même j'étais devenu un peu fou. C'est-à-dire que le projet, je voulais tellement pas le fermer parce que je devais tellement valider le fait que c'était un échec qu'en fait c'était un peu genre du déni. Je mettais sous le tapis et du coup je continuais de financer la boîte alors qu'elle ne marchait pas du tout. Et j'ai continué de financer des boîtes comme ça, mais genre pendant 5, même 7 ans. Je ne voulais pas, c'était mon bébé, je voulais pas l'avoir mourir, donc je comprends tellement ce sentiment-là. C'est tellement dur. Puis la reconnaissance de l'échec, la reconnaissance sociale par rapport à ses amis. C'est bête, mais quand on monte une boîte, qu'on a des amis qui ne sont pas entrepreneurs, on prend un verre avec ses potes. Ses potes, les potes, ils demandent « Ah, ça se passe comment ta boîte ?» Toi, tu es en mode ouais, ça se passe trop bien. Parce que derrière, de l'autre côté, tu t'es pris 3 bâches avec des clients, tu es en train de chialer. Eux, ils le voient dans ton regard. Ils sont en mode « Tiens, je t'offre la bière, y a pas de problème. » Et ils rentrent tous en Uber, toi, tu rentres en Vélib. Et ensuite, après, quand ça se passe pas, en fait, en vrai, ils sont un peu jaloux. Donc les gens sont toujours un peu jaloux en France quand tu montes une boîte. Bah oui, parce que tu as pris le risque que peut-être beaucoup de gens ne prennent pas. Et sûrement à raison quand on sait la difficulté. Mais c'est vrai que du coup, quand tu vois quelqu'un prendre le risque, tu te dis putain, il a sauté le pas. Tu as envie de savoir, donc tu es curieux, tu lui demandes. Et effectivement, souvent l'entrepreneur, c'est un peu le capitaine du bateau. Il a des galères, ça va pas. Mais sur les plateaux et avec les potes, tout va bien. On a le sourire. Ça marche toujours. Tout va bien. Mais après, c'est pour ça que j'insiste pas mal sur à la fois le côté échec, sur le fait que les meilleurs entrepreneurs sont passés par des phases où personne ne voulait d'eux. Xavier, il parle souvent du fait qu'il s'est planté plein de fois. Qu'il échoue plus qu'il réussit. Qu'il échoue plus qu'il réussit, mais ça, parce que il faut aussi remarquer ça. Moi, je me suis planté 2 fois. La boîte que j'ai montée à Londres, c'était un échec cuisant. On a monté des pivots tous les 1 mois et demi. Personne ne voulait de nos trucs. Et bon, est-ce que ça fait quelqu'un de moi de nul ? Bah, j'espère pas. Mais... T'as essayé de lever des fonds ou pas ? On a essayé de lever des fonds. T'es allé voir des VC, donc t'as vécu l'expérience d'aller voir des VC ? J'ai vécu l'expérience d'aller voir des VC. On est allé voir quelques VC au UK. En fait, on était spécialistes avec mon co-founder. On allait dans les événements et en fait, moi, je repérais les tags des gens, les labels des gens comme ça. Et je disais à mon cofondateur, va parler à lui. Et donc, du coup, au bout d'un moment, on était repérés. Les gens arrêtaient de nous parler. Mais on avait parlé avec quelques personnes et on avait fait l'expérience, c'était pas facile. Mais le pire, c'est quand on pitch à des investisseurs, c'est le projet de sa vie. Nous, on voit le compte en banque qui descend. On a des premières conversations, tous les gens sont souriants, on a l'impression que ça va le faire. En fait, on marche sur des œufs, on se fait un peu des espoirs sur comment est-ce que la levée va fonctionner. Puis après, on se reprend des noms. Quand on se prend un nom d'un investisseur, il y a beaucoup de VC qui ne réalisent pas, mais quand on se prend un nom avec un investisseur, on avait on pensait qu'en fait c'est ce oui d'investisseur parce que le call s'était bien passé qui allait être structurant pour la levée. En fait, on allait bâtir le château de cartes de la levée de fonds avec cette base-là, qui nous dit non. En fait, les entrepreneurs, ils ferment leur ordi, ils passent une putain de mauvaise journée. Nous, on allait faire le cours du pâté de maison avec mon co-founder pour évacuer, quoi. Est-ce que c'est pas trop dur en tant qu'investisseur et en tant que VC, surtout dans ton cas où tu as cette appétence technologique, aussi notamment de savoir coder, de voir tous ces projets tech passer? Je ne peux pas croire que tu n'aies pas des idées tech qui te viennent. Je te connais assez bien. Je suis sûr que tu as des idées tech qui te viennent, même d'ailleurs très souvent. D'ailleurs, je sais que tu en mets en place, notamment chez Kima. Mais du coup, est-ce que c'est pas dur de pas céder à cette tentation
d'entreprendre parce que c'est comme un peu c'est un peu le chant des sirènes, ce truc là, quoi, tu vois. C'est autour, effectivement l'herbe est plus verte à côté, mais il y a le côté toi qui es technophile, je sais pas, tu dois penser à tellement de projets au quotidien parce que tu en vois passer, donc ça peut te donner aussi des idées, donc tu vois, le champ des possibles s'agrandit à chaque fois. Est-ce que ça va, t'arrives à gérer ça dans ton quotidien? Cette tentation de pas lancer un projet, alors, même en side. Ça dépend des moments. Ça dépend vraiment des moments. Pendant un moment, je me suis dit, en 2017, je me souviens, j'avais voulu monter des petits sites, etc. Et puis en fait, ça demande une énergie. Et en fait, chez Kima, je passe des journées très très intenses. Et donc du coup, le week-end, si jamais sinon je pars à l'hôpital. Sinon, ouais. Et donc du coup, j'ai vu que j'ai mis un peu, j'ai freiné un peu. Alors oui, le truc qui est assez marrant, c'est que ça fait le lien sur ta première question sur les VC qui deviennent entrepreneurs. C'est que c'est un état d'esprit qui est un peu différent, c'est une sorte de muscle. C'est-à-dire que passer de on est investisseur, on voit plein de projets, à on est entrepreneur et on passe dans un process créatif, il faut un peu de temps pour se mettre dans un process créatif. Donc en fait, pour avoir des idées, il faut sortir, en fait, en vrai, pour passer de VC à entrepreneur, il faudrait quitter son job, dire en fait je veux faire de l'entrepreneuriat sans idée. Putain, et sans filet quoi, tu te jettes. En fait, il faut y aller sans filet. Le faire en étant VC, honnêtement, ça marche pas. Faut le faire sans filet, on déconnecte et là en fait on développe ce muscle de création d'idées. En fait, on autorise son cerveau à se mettre en phase créative et à penser des idées qui peuvent parfois être complètement débiles. Faut accepter le fait que parfois on va penser à un marché qui est pas assez gros, qui est tout petit, etc. En fait, c'est à force de ça, à force de réfléchir, à force de voilà. En fait, on commence à s'entraîner à avoir des idées, à explorer dans tous les sens. Peut-être une idée pas incroyable, on la creuse, machin. Après, on découvre des trucs. Et c'est un muscle à se mettre en place qui est très difficile à faire en étant VC. C'est comme, par exemple, quand on fait du dev, quand on est développeur. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les développeurs, ils ont du mal à être mis devant des clients, etc. Mais en fait, la réalité, il y en a certains qui sont introvertis, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. La réalité, c'est que quand on développe, on est dans un mindset, on est dans une façon de voir les choses où en fait, la vision périphérique se baisse, on est à fond dans son VS Code ou son cursor. Et en fait, quand on nous sort de ça directement, là, on est un peu dans un état second. Et en fait, il faut passer par une étape où en fait, faut revenir dans faut se réentraîner. Et c'est pour ça qu'il y a plein de développeurs qui deviennent des excellents sales ou des machins, et vice-versa. C'est parce qu'en fait, c'est des histoires de muscles, il faut s'entraîner, il faut sortir de contexte. Et donc, du coup, c'est pour ça que, moi, je sais que si jamais un jour je veux remonter une boîte, malheureusement, je sais qu'il va falloir que je coupe, j'arrête, je pars sans filet, alors ça va être super dur. Et ensuite, après, passer dans un process créatif où j'ai des idées parfois complètement éclatées au sol. Et voilà. Ce serait de la folie, en tout cas, vu la position que tu as aujourd'hui. Tout quitter, mettre dans un process créatif, lancer, ça serait clairement de la folie. Mais bon, on en revient, les entrepreneurs sont fous. Voilà. Faut être fou pour monter une boîte, donc en fait, on soit au final. C'est marrant quand tu parlais du flow du développeur. Je me rappelle, moi, mon premier CTO, il m'avait expliqué un phénomène, et je ne sais plus comment ils appellent ça, notamment aux États-Unis, mais en gros, quand un développeur est dans un flow de code, il faut surtout pas le déranger, parce que si tu le déranges, en gros, il y a une espèce de courbe qui fait qu'en fait, vu que ça le sort de ce flow, en fait, pour se remettre dans ce flow, tu vois ce que je veux dire ? En gros, en fait, tu vas le déranger, juste tu vas lui poser une question qui peut répondre, il te répond en 1 minute, mais comme tu l'as sorti de ce flow, en fait, tu perds une demi-heure, voire 1 heure de code, parce qu'il a besoin de se remettre dans le flow. Et je sais pas comment ils appellent ce phénomène-là. Est-ce que c'est vrai, toi qui es développeur ? Ça s'appelle le flow. Ça s'appelle le flow. Voilà. Et t'es comme dans un tunnel et t'es concentré, d'ultra focus. C'est dur à avoir, mais quand tu l'as, c'est génial. Mais après, ça arrive dans tous les domaines. Hein. Honnêtement, on a tous vécu ça. À un moment, on est sur une tâche, on est à fond. Il y a la vision périphérique qui descend. On est à fond avec de la musique. Et voilà. Est-ce que tu développes des outils pour Kima Ventures pour pallier à cette petite frustration? Je pense que créer des tools, du coup, c'est d'une certaine manière, tu crées des tools qui pourraient même être vendus en SaaS. Du coup, si tu n'arrives pas à aller chercher aussi un peu de plaisir dans ça pour ce besoin de coder, quoi, d'une certaine manière, et d'entreprendre également. Probablement. Après, c'est assez marrant quand je fais des tools pour Kima, c'est plus parce que je me dis ça va être plus simple de le coder moi-même plutôt que d'acheter un SaaS. Je pense que c'est toujours vrai, ça. Est-ce que tu t'es pas fourvoyé? Voilà. Est-ce que tu sais pas? C'est complètement faux. Ok, j'ai entendu des podcasts de toi où tu étais en train de penser à développer un CRM, que tu devais le développer cet été d'ailleurs. Ça a été codé, il fonctionne. Ouais, mais je me suis dit,
est-ce qu'il a tellement pas envie de se faire plaisir aussi et de renouer avec sa passion du code qu'en fait, il ne redéveloppe pas des outils qui pourraient peut-être exister sur le marché qu'il a peut-être pas trouvé, tu vois Je sais pas. Mais par exemple, là, actuellement, on recrute des stagiaires tous les 6 mois. Ça me saoule à chaque fois de reconnecter le Trello avec le Typeform, avec le machin, payer des SaaS, les couper, etc. Donc en fait, je me dis, je vais coder un petit logiciel qui va envoyer tout seul les mails pour les interviews avec une sorte de mini machin. Et comme ça va me faire gagner du temps. Après, je pense que en termes de temps, le ROI temps est pourri. Mais moi, je me dis que ça devrait passer. Voilà, ça me fait marrer aussi. Après, ce qui est cool, c'est que vous avez développé un reporting automatisé. Ça, j'ai trouvé ça génial. Je me demandais si tu pouvais vendre la solution à d'autres confrères parce que je trouve ça ultra pratique. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de lignes et que tu as investi des tickets dans tous les sens, c'est un sacré bordel de savoir combien de partas, quelle est ta plus-value latente, etc. C'est quoi? Tu peux nous faire un petit mot sur ce logiciel que tu as développé? En fait, c'est un logiciel qu'on a. Alors, au début, c'est quand je suis arrivé chez Kima, il y avait Michel Sassano qui était là, qui est parti, qui avait développé un mini software un mini logiciel qui te permet de pouvoir voir un peu les lignes, les plus-values latentes, etc. Logiciel que j'ai repris, que j'ai recodé après. Et donc, du coup, parce que nous, on a 1500 participations actuellement en comptabilité. Et en fait, c'est toujours le problème, c'est comment est-ce qu'on fait de la mise à jour comptable, comment est-ce qu'on vérifie en fait combien on a dans quelle boîte, la valeur de chaque titre. Parce que tu as des obligations comptables, de dire la valeur de l'entreprise et de ça auprès du comptable. Et du CAC, quoi. Parce que moi, je me demandais, on a lancé le fonds, on n'avait que 6 participations. Et je me dis, bon, il faut déjà qu'au fur et à mesure, je les tienne au courant. Mais 1500, c'est pas possible à la main de faire ça. Bah en fait, quand tu as une augmentation de capital qui te fait varier la valeur des titres ou un truc qui se passe, il y a toujours une AG, un PV d'AG, quelque chose comme ça. Donc en fait, on a un process qui nous permet de pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois qu'on signe, on envoie un mail qui s'appelle signing, on met une adresse mail qui s'appelle, que je vais pas citer parce que sinon les gens vont nous se mettre dessus. C'est sûr. Et ensuite après, ça me permet comme ça de pouvoir être sûr. Je fais une inbox 0 de cette adresse mail pour être sûr que tout a bien été archivé, bien été noté. Et là, c'est pas que du développement logiciel, c'est aussi un process. On a des process. En fait, on essaie opérationnel. Voilà. Si on peut faire des process opérationnels, on fait des process opérationnels plutôt que la tech. Et en faisant ça, en fait, on a déjà on peut faire assez facilement varier et mettre à jour le système. Et une fois par an, on envoie un mail automatique avec bonjour tel fondateur, j'ai l'impression que nous possédons tant de parts, de machin, tant de temps, cliquez sur oui, cliquez sur non. Il se trouve qu'il y a un lien personnalisé avec un numéro. Il se trouve que ce mail-là part de moi et qu'il y a 10% des fondateurs qui ne comprennent pas que c'est un mail automatique. Mais bon, ok, d'accord. On est dans la tech, mais c'est pas grave. Ok. Bah, c'est que c'est bien fait du coup. En fait, c'est soit que c'est bien fait, soit que c'est un peu flippant. Mais c'est un sujet. Comment vous choisissez les dossiers chez Kima Ventures? Jean Laroche-Brochard est très présent dans les médias et explique un petit peu sa méthodologie. Est-ce que vous avez la même méthodologie? Et aussi, quand un dossier arrive, est-ce que c'est le premier qui prend, premier servi? Vous avez aussi des industries spécifiques? Comment vous répartissez le travail? En fait, Jean et moi, on a chacun des deals qui nous viennent. Donc Jean, pas mal en entrant, et aussi par du réseau. Moi, beaucoup par du réseau, principalement. Ensuite, après, on a Chloé qui fait aussi beaucoup de réseaux, plus du sortant pour tout ce qui est working on something new. Et Félix qui est en stage chez nous, qui fait beaucoup de sortants. Et en fait, donc Jean et moi, on est les deux qui peuvent écrire des chèques. Donc du coup, quand Chloé ou Félix ont un deal qui sont intéressants, en fait, ils nous les poussent pour juste qu'on mette le tampon. L'idée, c'est pas de se dire qu'on est plus intelligent ou pas. L'idée, c'est de se dire que comme ça fait très longtemps qu'on fait ça, en fait, on a l'historique qui fait que du coup, certains petits signaux chez les fondateurs qu'on arrive à voir que peut-être qu'ils n'auront pas vu. Et un jour, ils auront la possibilité de le faire. Et donc du coup, ça, Chloé et Félix nous poussent suivant comment parce qu'ils nous connaissent avec le temps, ils savent à peu près quel sujet passe mieux avec Jean ou passe mieux avec moi. Ok, mais si un dossier arrive sur le site internet, on peut déposer un dossier, non? Non. Il n'y a pas un email non plus Ah mince, tu m'as eu là-dessus. Non, je l'ai milité pour l'enlever. Ok, d'accord. J'ai milité pour l'enlever. Oui, mais alors à l'époque, quand il y en avait un qui arrivait C'était premier arrivé, premier servi. Okay. Et ça dépend après des affinités des gens. Voilà. C'est Jean qui t'a recruté au début ou pas? Parce que lui, il a remplacé. J'ai oublié le nom. Jérémy Bérébi. Jérémy Bérébi. Et c'est Jean qui m'a recruté. Ouais. Jean, il a remplacé Jérémy Bérébi et ensuite il t'a recruté. Ouais. Et C'était bien l'entretien avec Jean ou pas?
Ouais, c'était assez marrant parce que je savais pas du tout comment m'habiller pour un entretien parce que c'est un fonds d'investissement, mais c'est Xavier Niel, c'est assez entrepreneur friendly, etc. Donc du coup, je suis allé en polo, je crois. Et en fait, je pense, et là, il y a Jean qui arrive en costard. Jean, il met jamais de costard. En fait, je pense que je suis tombé le seul jour où j'ai vu Jean en costard. Du coup, j'étais là dans le meeting, j'étais en mode. T'es le seul à l'avoir vu en costume, ça se trouve, de l'histoire. C'est ça, j'étais en mode, je me suis vraiment pas bien habillé, j'ai planté. Mais voilà, non, ça c'est bien. Ouais, tu t'es dit, c'est la tech, faut y aller un petit peu non plus. Voilà, faut pas non plus c'est mettre ça. le costume. C'est ça, j'étais en mode, ok. Ouais, tu t'es dit, merde, ça démarre. Ça démarre très mal. Et voilà. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'il t'a recruté? C'est quoi Est-ce que le côté technophile lui a plu? Le fait que tu as déjà fait de l'entrepreneuriat, enfin, voilà, tu penses qu'est-ce qui a joué dans le fait qu'il veuille te recruter? En fait, il y avait 2 postes. Il y avait un poste de deal associate, c'était quelqu'un qui veut faire de l'investissement, mais qui ne sait pas faire de la tech. Et un poste de tech associate, c'est la même chose, il faut savoir coder. En fait, deal associate, il y a eu 300 candidatures, tech associate, il y en a eu 5. Donc en fait, moins de concurrence. En fait, voilà, j'ai pas été recruté chez Kima parce que j'étais fort. J'étais chez Kima, j'avais pas de concurrence. Donc en fait, au final, voilà, ils ont été un peu obligés de me prendre parce qu'en fait, ils avaient personne. C'est drôle ça. Ouais. C'est quoi les critères de sélection des dossiers? Enfin voilà, si vous avez les mêmes avec Jean, vous avez un petit peu votre patte à chacun, ou à la fin, en fait, vu que ça fait longtemps, vous retombez un peu sur les mêmes signaux. Par exemple, le fait d'avoir de l'énergie en sortant du call, j'imagine que ça, c'est un basique. Oui, au bout d'un moment, on a à peu près les mêmes grilles de lecture, je pense. Okay. Après, on a tous des affinités les uns avec les autres. Moi, j'aime bien les fondateurs un peu plus tech, ou j'aime bien les trucs un peu plus obscurs, les marchés un peu plus obscurs, ce genre de choses. Mais après, on a tous nos grilles de lecture. Enfin, est-ce que le caride est global? Parce que j'imagine, est-ce que pour chaque deal dans le CRM, il y a votre nom devant, et en gros, celui qui performe le mieux a le même caride, ou vraiment vous êtes en mode équipe, on gagne, on perd ensemble? On est en mode équipe. Non, mais ça marche pas. Faire individuel, honnêtement, c'était GFC qui faisait ça pendant un moment. C'était une guerre entre les gens. Ah oui, c'est une guerre après. C'était une boucherie. Il y avait l'équipe allemande qui disait non, mais moi je l'ai vu sur un événement, machin, je veux me l'attribuer un peu. Ils se partageaient. Ouais, du coup, il faut avoir confiance dans le mec d'à côté, quoi. Dans votre cas, parce que vous êtes en équipe. S'il y en a, il se foire de fou, ça te tue le caride, ça peut te tuer ton caride, qui est ton gros gain, ton espérance de gain la plus forte. Oui, mais bon, après, même sans ça, si on n'a pas confiance avec les gens avec qui on travaille, on a un autre problème. Hein. Donc ça marche aussi. T'as raison. Non, mais c'est vrai que ok. Non, mais c'est plus commun d'être en équipe. Et alors, pour sélectionner les deals, ouais, vous avez la même. Je pense. À peu près le même. Je pense. Généralement, par exemple, quand on fait des meetings où en fait on se fait des deuxièmes calls pour vérifier parce qu'on a des doutes, je trouve que souvent on a un peu les mêmes intuitions avec le temps, quoi. C'est quoi les 2 plus belles boîtes que tu regrettes de ne pas avoir fait? Et pourquoi? Ça, je sais. En fait, j'ai une mémoire pourrie des listes. T'inquiète pas, je suis sûr que tu vas au moins aller en une belle boîte que t'as pas fait, que t'as eu en call, tu l'as trouvé bon, et après coup tu t'es dit même si on se connaît pas même l'issue de l'histoire, hein, même si elle est récente, tu vois, de dire bon bah au final. Ça, je sais jamais dire. Non, il y a un exemple, mais ça c'est autre chose, c'est pas pendant le call. Il y a eu Flowdesk, où en fait on s'est planté en termes d'organisation interne. En fait, il nous a contactés pour qu'on investisse sur le premier tour. On a eu une boucle de mail interne où moi je disais ouais, ça a l'air trop intéressant. J'en disais ouais, faudrait qu'on les voit. Et en fait, on s'est planté. On lui a pas perdu dans le flow, quoi. Il y a trop de mails. On lui a pas répondu. Et donc du coup, on a raté Flowdesk parce que. Est-ce que vous l'auriez fait si vous aviez rebouclé? Tu sais pas ça? Ça, je sais pas. Et c'est devenu combien Flowdesk après en termes de valorisation pour se rendre compte? Ça, je sais pas, mais j'ai pas envie de savoir. Ok. Parce que c'est sympa. Ok, ouais, non, mais celle-là, elle est pas drôle, celle-là, parce que moi, j'aurais bien aimé quelqu'un que t'as eu au téléphone et tu vois, tu tiques sur un truc, tu décides de pas le faire et au final, a posteriori, tu dis, avec mon expérience d'aujourd'hui, je l'aurais dû le faire, tu vois. Je sais que c'est arrivé plein de fois, mais... Ah, ça arrive quand même souvent, ça? Non, ça arrive. Après, il y en a un que t'as fait, je sais qu'il y en a un que t'as fait, par contre, inversement, que personne n'a voulu faire, c'était Sorare à l'époque, parce que Sorare, personne n'y comprenait rien. Ils sont arrivés en mode les cartes Panini digitalisées. Enfin, moi, je connais plein de monde qui l'ont pas fait, quoi, tu vois. Qui ont vu le dossier en mode, j'ai pas compris. Et c'est vrai que quand je leur parlais, je disais, ouais, j'avoue, moi, j'aurais pas compris non plus, tu vois. Toi, tu l'as fait. En fait, c'est simple, à nouveau, on recrute des fondateurs dans des marchés intéressants. Donc, Sorare, c'était des fondateurs qui en plus, ils étaient chez Stratum avant, qui avait une bonne réputation en termes de talent.
Ils ont exécuté extrêmement rapidement parce qu'en 3 mois, ils avaient réussi à avoir à la fois des premiers deals avec des ligues de clubs belges. À la fois, ils avaient un MVP qui fonctionne et techniquement, faire ce genre de MVP, c'est pas facile parce qu'il faut jouer avec des wallets, etc. Il y a beaucoup de complexité technique. Ils avaient en même temps déjà leur branding et qui était plutôt sympa. Et tout ça, ils sont allés assez vite pour 3 mois pour faire tout ça. Et ensuite après, donc rapidité d'exécution, rapidité d'apprentissage, la passion du truc. Et en fait, le terme de marché, la réalité, c'est qu'aux US, il y a FanDuel et DraftKings, qui sont des énormes mastodontes dans le fantasy football aux US. Il y avait Mon Petit Gazon, qui en fait avait une bonne traction, mais n'arrivait pas en termes de monétisation. Donc en fait, on voit qu'il y a, sur les 20%, on voit qu'il y a une possibilité pour que si les étoiles s'alignent, ça se passe bien. Donc du coup, on fait, on est Kima, on fait. Et après, c'est parce qu'on est Kima. Moi, si jamais j'étais un fonds d'investissement où je pouvais faire que 5 deals ou 10 deals par an, je ne fais pas Sora au premier tour. Tu fais combien de deals par an et vous en faites combien avec Kima? Est-ce que vous, par exemple, je sais pas, vous en faites 50 chacun avec Jean ou je sais pas, t'en fais plutôt 30 plus 70 ou inversement en moyenne hein? Faudrait que je recalcule les stats parce que depuis, j'avais calculé les stats avant que Chloé arrive. On était plutôt sur avant que Chloé arrive, on était plutôt sur du 45-45 Jean et moi, ou 40-40 Jean et moi, et le reste de l'équipe. 45-45-10 reste de l'équipe. Et maintenant, ça a changé, mais il faudrait que je recalcule les stats. Au niveau du deal flow, comment vous arrivez à avoir du deal flow de qualité? Si on devait faire un camembert, par exemple, chasse sur LinkedIn, réseau en côtoyant d'autres VC, aller des événements, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Peut-être du bouche à oreille des entrepreneurs, un petit camembert comme ça rapide pour se dire, en gros, les bons deals, ça c'est pour moi, je pourrais copier après comme ça. Donc, c'est comme une boîte. C'est comme une boîte qui essaie de faire de la chasse de talent. D'ailleurs, nous en interne, pour le sourcing, on utilise des outils de HR. On ne s'est pas overcompliqué. Les gens utilisent des outils de CRM, de sales. Limite LinkedIn, vous avez LinkedIn recruteur On a Sales Navigator, mais bon, c'est pareil, quoi. Et donc du coup, on a des outils, on a un CRM, on a HireSuite CRM, on n'a pas un ATS, mais pour nous, notre CRM normal, c'est l'ATS. Et en fait, on s'est équipé d'outils de recrutement. C'est vous êtes une boîte de recrutement, en fait. ATS. On est une boîte de recrutement. Techniquement, on recrute des talents sur une scorecard, sur des secteurs intéressants. C'est du recrutement. Et avec les mêmes signaux qu'utilisent les recruteurs. Hein. Et du coup, il y a le sortant, l'entrant et le réseau. C'est globalement les 3 gros pôles que l'on utilise en recrutement. L'entrant, c'est quoi? L'entrant, c'est les gens qui viennent nous contacter. Donc ça, c'est par exemple quand on fait des podcasts, ça nous arrive. Okay. Ouais, mais il n'y a pas de mail après. Si on le mettra en description YouTube, hein, on mettra. Oui, voilà. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on on a enlevé le formulaire sur le site parce qu'en fait, pour des raisons, mais ça, j'en parlerai après si besoin. Donc il y a l'entrant, des gens qui nous contactent, qui trouvent notre adresse mail parce qu'on fait des posts sur LinkedIn, parce qu'on fait des podcasts, on fait du marketing, etc. Donc ça, il y a l'entrant. Il y a le sortant, si on utilise des outils de chasse HR. Sur LinkedIn, on découvre des patterns. Donc, n'importe quel fondateur qui un jour a mis cofondateur ou a mis stealth ou a mis working on something new s'est fait harceler par tout le monde. Et de l'autre côté, on a le réseau. Et c'est aussi simple que ça. Sur les 100 deals, du coup, camembert, combien de pourcentage sur chacun? Je pense 50% réseau et le reste, c'est 25-25. Et si maintenant on apporte un critère de qualité a posteriori, quand tu sais les bons deals qui se sont faits, est-ce que tu penses que tu pourrais pondérer dans le sens où j'ai pas la data. Ça serait dur. Mais donc c'est 50% réseau quand même. C'est quasi, ouais, même un peu plus. C'est beaucoup réseau, c'est aussi bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Pas vraiment un entrepreneur qui est content de vous, qui vous recommande un autre entrepreneur qui se lance. Voilà. Soit ça, soit sinon ça peut être aussi beaucoup de bouche à oreille entre investisseurs, entre machins. C'est assez marrant parce que le VC, c'est les gens, il n'y a aucun secret entre les deals. Tout le monde échange tout auprès de tout le monde. Parce que mieux vaut c'est pour ça que c'est assez marrant en termes de ça rejoint le truc du karma, c'est que mieux vaut en fait surpartager et parfois se faire un peu avoir parce que parfois on overhype des deals et on n'a plus la place exacte qu'on veut avoir, mais au final on est connu pour être en partageur, donc en fait on est accepté dans le groupe des cool kids et donc du coup le groupe des cool kids en fait nous repartage les deals et en fait l'information est fluide parce qu'en fait on vit sur un monde d'information. Ensuite, après, le game, c'est de réussir à convaincre avoir le call, convaincre le fondateur que notre place, elle est justifiée. C'est plus là où se joue la différenciation entre les fonds. C'est sur la pertinence, sur la partie se faire sa conviction sur le deal, closer le deal et justifier son allocation, que sur la partie sourcing.
Est-ce que c'est important pour un fonds d'avoir une autorité, de faire du marketing, d'avoir un branding fort? Parce que j'imagine que Kima Ventures, c'est le fonds de Xavier Niel. Est-ce que du coup, parce que moi j'ai vu sur certains bons dossiers, il reste plus de place. Ouais. En gros, ou même tu te fais éjecter. Je me demandais, comme vous êtes Kima Ventures, est-ce que du coup parfois on vous laisse une place parce que vous êtes Kima Ventures? Et est-ce que tu penses que la stratégie que vous avez eue, notamment avec Jean, qui est beaucoup passé dans les médias, c'est quelque chose qui est vraiment important et efficace a posteriori, ou au final vous auriez fait tout aussi bien sans tous ces facteurs? C'est toujours difficile à voir, notamment parce que en fait, toute cette partie-là est vachement utile pour savoir toute la partie en fait marketing du fonds est très pratique pour faire en sorte que les fondateurs prennent l'appel au bon moment quand ils se font harceler par tous les fonds, et aussi faire en sorte qu'ils prennent l'allocation. On va dire sur le taux de conversion, ça va jouer sur alors. le taux de conversion, ça joue sur C'est la prendre l'appel, réassurance ou... taux de conversion. Et en fait, on a beau dire, on est le fonds de Xavier Niel, patati patata, faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et c'est en se reposant sur ses lauriers en termes de marketing que parfois on s'est retrouvé dans des situations où, en gros, on pensait que c'était trop simple, mais on s'est fait. Il y a des moments où on a eu peur. Hein. Il y a des moments où on s'est retrouvé dans des situations où on avait de la concurrence par d'autres fonds d'investissement qui sont arrivés dans la vie, plein de fois chez Kima, des gens qui sont arrivés et qui ont décidé de nous attaquer sur nos fondamentaux, ou alors arriver lead des tours, plus laisser de place pour des angels, en disant que les angels ça sert à rien, ou Kima ça sert à rien. Et en fait, il faut se défendre par rapport à ça. Et donc du coup, soit dingue. muscler la value proposition, il faut toujours agir. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que il y a arriver à être monter un truc et arriver à avoir un truc qui fonctionne bien. Et après, c'est déjà ça fait affaire un peu présomptueux ce que je vais dire, mais c'est arriver au top et après rester au top. Je dis pas qu'on est au top, hein, mais en fait la réalité c'est que quand on est au top, en fait, faut réussir à rester là parce qu'en fait il y a des gens qui vont arriver et qui vont vouloir nous challenger. Rien n'est jamais acquis, quoi. Rien n'est jamais acquis. On peut tomber en permanence. Même en étant Kima Ventures, là, tu te reposes sur tes lauriers, il y a des fonds qui arrivent. On s'est éclaté. Et... Si jamais on réagit pas, honnêtement, et par exemple, on a fait un effort il y a quelques temps, depuis l'arrivée de Chloé, qui était de mettre en place de réactiver la page LinkedIn de Kima et de faire en sorte que Kima existe en tant que brand propre, parce qu'avant, elle le reposait vachement sur des brands individuels. Et beaucoup celle de Jean, parce que c'était aussi son focus chez Kima. Et l'idée, c'était de voir, en fait, est-ce qu'on pouvait pas faire vivre la marque Kima en soi. Et l'effet a été top. Est-ce qu'on vous a du coup sorti de deals parfois, des super deals, et vous vous êtes fait attaquer de part et d'autre par d'autres fonds, et en fait, on vous sort... Donc ça arrive à tout le monde, ça, même à Kima. Ouais, et ça, vous le preniez mal, ça vous mettait un petit coup de rappel, un petit coup d'ego, comme en disant, pour moi, vous étiez quand même au top aujourd'hui, vous êtes le fonds le plus connu en France, voilà, je le dis à ta place. Est-ce que ça vous fait des petites piqûres de rappel justement en mode ok les gars là, ça fait 2-3 fois qu'on se fait sortir, on va remettre de la value. Ouais, ça vous a challengé donc c'est positif. Ouais, c'est positif, c'est super positif. Par exemple, on a donc la première phase c'est en 2021-2022, il y a eu de plus en plus de fonds dans l'écosystème et notamment des leads qui étaient très agressifs. Et en fait, il y a un c'est moment... j'ai une petite idée de qui ça pourrait être ces leads agressifs. et en fait, à un moment, c'était en vacances d'été, et là je fais mais en fait on est en train de... En fait, moi, si jamais j'étais entrepreneur, je prendrais pas Kima. Je me suis dit ça, mais parce qu'en fait, je trouve qu'il manque un peu de valeur pour l'equity qu'on demande. Et en fait, on avait beaucoup travaillé justement la partie sales, être sûr qu'on récupérait les leads. On a développé la partie outbound, récupérer les leads, qu'on essayait d'avoir les leads, qu'on essayait de les closer. Et je me disais, mais en fait, on a travaillé le côté sales, distribution, mais on n'a pas travaillé le côté value proposition. Et en fait, du coup, on a mis en place tous les événements, on a fait en sorte que les entrepreneurs se rencontrent, on a beaucoup travaillé notre partie value proposition en 2021, 2022. Ça avait été pas mal. On avait beaucoup travaillé là-dessus avec Alexia Charbonnier, qui était une stagiaire chez nous, qui est sales job chez Pivot, qui était la première sales job de Penny Lane, des premières sales jobs de Pivot. Énorme. Et on a mis en place ça avec elle. Et c'est resté. On a beaucoup travaillé sur la valeur qu'on apporte pour l'equity. Et ensuite, après, on a là, plus récemment, travaillé justement sur le côté branding de Kima en tant que marque propre. Pour convertir un deal, est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir une marque forte ou d'avoir une personne forte? Parce que quand on parle de personal branding, par exemple, on prend Jean Laroche-Brochard qui prenait beaucoup la parole. Moi, je pars du principe que quand tu fais des podcasts justement de 1 heure, 2 heures, tu peux véhiculer beaucoup plus peut-être de valeurs et d'éléments dans lesquels les entrepreneurs peuvent se reconnaître.
Mais en même temps, c'est vrai que la marque peut être dépendante d'une personne et une personne peut être clivante, on peut être appréciée ou non. Sur le long terme, tu penses que c'est quoi le mieux dans le VC? Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Quand une entreprise dépend trop de toi, ça emmerde les investisseurs généralement. Mais je me demande dans le VC, tu vois, si c'est mieux d'avoir une marque forte ou d'avoir une personne forte qui incarne la boîte. Tu vois, par exemple, dans le B2C, ça marchait vachement. Le fait d'avoir des personnalités fortes, les gens achetaient des produits à un moment donné parce qu'ils se retrouvaient dans la personnalité, tu vois, de l'entrepreneur. Mais je me dis peut-être que, tu vois, peut-être que Jean dans Kima Ventures a beaucoup évangélisé un petit peu la parole et ça a du coup beaucoup aidé parce que c'est aussi différenciant. Oui. Vu que c'est une industrie où il y a beaucoup de financiers qui font pas du tout ça, moi je pense que du coup c'était une force vu que c'était différenciant. Donc, voilà, est-ce que tu as un petit avis, toi qui l'as vécu de l'intérieur Bah, en vrai, je dis pas que c'est pas bien. Je suis pas en train de dire que les podcasts de gens c'était pas bien. Donc oui, c'est important en fait. C'est vrai que le côté personal branding, le fait de pouvoir s'exprimer sur des podcasts, de toute façon sinon je serais pas aujourd'hui. Tu peux pas dire non, c'est de la merde d'être dans les podcasts. Surtout Little Beefing, c'est vraiment nul. Non, mais c'est surtout que c'est qu'il faut aussi que la marque vive à côté, en indépendant. Il faut pas ignorer. Voilà, on peut pas 99% et 1%. On peut pas faire 100% de personal branding et notamment et que ce soit une personne principalement. Mais il faut aussi que la marque existe. On prend l'exemple de Vercel par exemple. Vercel, tout reposait sur Guillermo Roach pendant un moment. Et en fait, Vercel c'était Guillermo Roach. Attends, c'est quoi cette boîte? Tu peux préciser parce que je connais pas. Vercel, c'est une des grosses boîtes de la vallée qui fait de l'hébergement de sites statiques. C'est aussi eux qui ont créé le framework Next.js qui est vachement utilisé dans JavaScript. Et en fait, Vercel, c'était Guillermo Roach. Et en fait, ils ont mis en place leur branding propre. Alors, Vercel est toujours très associé à Guillermo Roach, mais Vercel existe aussi en propre. Donc, il faut toujours mettre un petit peu de marque propre. Parce que chez Kima, notre page LinkedIn était vide. On n'avait jamais fait un post. Vous avez oublié un peu Kima Ventures à un moment donné, quoi. Oui, là, c'est bien, je pense que c'est positif de faire ça. C'est toujours bien de rééquilibrer. C'est-à-dire que moi, je pense que ça peut être bien pour kicker au début, d'avoir un levier de personal branding, mais à maturité, c'est important de rééquilibrer les choses, je pense, tu vois. Oui, et puis je dis pas de faire, c'est juste, il faut en faire un peu, tout est dans la nuance, en fait. De toute façon, il faut plusieurs leviers. Mais le fait d'avoir une marque qui existe, relayer les communiqués de presse, relayer ce genre de choses, c'est utile. Est-ce que être un technophile, pour toi, c'est une bonne valeur pour un entrepreneur? C'est un entrepreneur qui lance une boîte tech. Le fait qu'il soit technophile, c'est vraiment un point fort? Ou pas forcément, tu peux être très bon, recruter un bon CTO et tu vas être un bon entrepreneur? Ou quand même, le bon technophile, il rajoute un truc dans le projet? J'aime bien le fait que tu dises le mot technophile. Parce que tu utilises, ça permet d'éviter le stéréotype ingénieur versus business. En fait, on a beaucoup parlé, je voudrais aussi beaucoup t'en parler. Alors moi, il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est les étiquettes. Ça, c'est un truc, moi, je déteste ça et je voulais t'en reparler aussi. T'es ingénieur, donc t'es pas business, tu t'es pas faire de marketing et t'es introverti. T'as fait une école de commerce, t'es un bon vendeur, tu maîtrises la finance. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est marrant. Je sais pas si c'est très français ou pas, hein, mais moi, je dis toujours une personnalité, tu vois, c'est un peu un kaléidoscope, tu vois, c'est bien plus complexe que ça. Tu peux pas. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Donc, content qu'on se rejoigne là-dessus sur ça. Bah, c'est ça le truc, c'est on a pendant des années, moi j'en ai beaucoup souffert quand j'étais en école d'ingé et ensuite après, quand j'étais en école d'ingé, quand j'étais entrepreneur, etc. Où en fait, et même d'ailleurs les premières années chez Kima, c'est quelque chose qui change avec le temps et on a une chance, c'est qu'avec l'IA, on se retrouve à avoir une acceptation des profils tech qui est beaucoup plus forte qu'avant, notamment en termes de CEO. Et pendant très longtemps, tu savais coder, c'était forcément tu étais un CTO, tu pouvais pas être un CEO. Alors que dans la vallée, Mark Zuckerberg, il est plutôt très très tech. Et en fait, personne ne va dire ah non, mais Mark Zuckerberg, honnêtement, c'est pas un CEO. Enfin voilà. Et après, il a des défauts, etc. Voilà. Mais, il y a un mec qui est très bon que j'ai interviewé dans ce podcast qui va bientôt sortir, Benjamin Netter de Riot, qui est un ancien Epitech CTO et de October et qui en fait est le CEO de Riot et il est très bon en business. D'ailleurs, il m'envoie des petits mails sales, etc. Enfin, il est chaud en sales. Très chaud, ouais. Et voilà, un autre bon exemple, mais j'en ai plein des exemples comme ça. C'est une connerie de vouloir enfermer des gens dans des cases sur ce point-là. C'est surtout que du coup, ça freine des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent c'est pas pour moi.
L'exemple, c'est typiquement quand on regarde Mail Search, qui est une boîte en open source dans le search. Ils avaient un projet qu'ils avaient démarré dans un hackathon avec Louis Vuitton, etc. Et en fait, quand ils ont vu les levées de fonds de Strapi, ils se sont dit, en fait, moi aussi je peux démarrer un projet, moi aussi je peux démarrer une startup. Parce qu'ils ont vu ça, c'était un influenceur pour eux. Et c'est ça aussi qui est bien. Et nous, on voit un rebalancement qui se passe avec l'IA. Et notamment, je pense que l'exemple d'Arthur Mensch a été structurel pour l'écosystème. Et notamment a fait changer le mindset de beaucoup d'investisseurs qui au début, quand Mistral faisait son premier tour de table, les gens disaient « Ah oui, mais machin, il regarde le sol quand il nous parle, patati patata ». Je l'ai pas reconnu, je le connaissais pas à l'époque, hein, je ne vais pas parler, donc okay. je dis ce que les gens ont répété. Et maintenant, aujourd'hui, il s'exprime sur France Culture. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de fondeurs qui s'expriment comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a montré un truc exceptionnel et personne aujourd'hui veut dire que, à part certaines mauvaises langues, veut dire que Arthur Mensch n'est pas un CEO. Alors d'ailleurs, pour ce sujet, pour rebondir, c'est prouvé scientifiquement, parce que j'ai beaucoup creusé ce sujet-là. Ils appellent ça l'élasticité cérébrale. Et en fait, c'est prouvé biologiquement qu'en fait, c'est comme à l'école quand on se dit lui c'est un matheux, lui c'est un littéraire, etc. C'est une énorme connerie parce que justement l'enfant va se dire je suis un matheux. Du coup, quand il va attaquer le français, forcément il va être mauvais parce qu'il est dans. Alors qu'en fait, on devrait dire aux gens très jeunes en fait, que le champ des possibles est infini et que le cerveau, en fait, il y a une élasticité cérébrale et qu'en fait, si tu travailles ça, comme tu disais, un muscle, en fait, tu peux aller tout travailler, quoi. Tu peux devenir un super sales. Du jour au lendemain, enfin tu vois, tu peux tout travailler, quoi. Exactement, mais parce que t'es toi-même. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on veut recruter des gens, il faut prendre les gens comme étant acquis. On peut pas se dire que les gens vont changer. Et donc du coup, tout le monde répète les gens changent pas. Mais en fait, si toi-même, et d'ailleurs c'est le cas des entrepreneurs, on revient le côté flamme, passion et ténacité. Si t'es toi-même et que t'as envie de devenir une personne et que tu mets l'énergie nécessaire et que tu t'y mets à fond, tu peux changer. Moi, quand j'ai postulé chez Kima, une des raisons principales du fait que j'ai postulé chez Kima, c'était parce que j'étais beaucoup trop timide. J'avais un manque de confiance en moi qui était énorme et j'étais beaucoup trop timide. Je ne pouvais pas faire un call tout seul, je tremblais. Et d'ailleurs, les premières semaines chez Kima, je n'arrivais même pas à parler à Jean tellement j'étais timide. Je n'arrivais pas à lui parler, quoi. Et je faisais des crises de panique dans les calls. Mais en fait, parce que je me suis dit, OK, je vais faire ça parce que c'est ma zone d'inconfort. Et je vais essayer de me faire du mal. Je vais me faire des crises de panique. Il y a des soirs, je ne vais pas dormir. Et voilà, aujourd'hui, j'aurais été incapable de faire un podcast comme ça. J'aurais refusé, de toute façon. C'est dingue. Alors maintenant, tu t'enchaînes des calls toute la journée. En fait, c'est un truc que tu ne ressens même plus. C'est un truc que je ressens même plus. C'est dans ton quotidien, c'est fou. Mais par contre... L'élasticité cérébrale. Tu as travaillé un truc, et aujourd'hui, une peur que tu pouvais avoir avant de prendre un call, aujourd'hui, en fait, c'est même plus en toi, quoi. Ouais, c'est fou. Mais ça, c'est pareil avec tout le monde. Mais par contre, si jamais on recrute quelqu'un et on voit quelqu'un qui, en fait, a du mal à parler, à prendre des calls, etc., c'est vachement difficile de se dire « Ok, mais moi, je vais faire confiance à cette personne-là qu'il va évoluer. » Après, c'est ce que nous on fait quand on est entrepreneur, hein, mais parce qu'on back une typologie de personnes qui justement ont ce mindset de vouloir se changer soi-même. Par exemple, on regarde l'exemple d'un Mimoun de Sterling. La réalité, c'est qu'il a une intensité telle, et il a une passion telle, un désir de gagner, de réussir, qu'en fait, la réalité, c'est qu'il va mettre tout ce qu'il faut pour régler ses défauts. Et ça, on le sait. Et moi, j'ai une confiance absolue là-dessus. On a dormi, on a beaucoup parlé de lui aujourd'hui. C'est notre... Non, franchement, il est top. Et je vais sortir un épisode avec lui, c'est déjà tourné, donc j'invite les gens qui veulent se renseigner sur Mimoun. Mais c'est fou comment personne... Enfin, je devrais pas dire ça, je sais pas s'il pourrait mal le prendre, mais il y a beaucoup de gens qui voulaient pas trop investir dans lui, dans le monde du VC. Alors qu'il avait les meilleurs chiffres en termes de croissance, je pense, au moment où il levait des fonds. Je crois pas qu'il y avait d'autres boîtes en France qui aient autant de croissance. D'ailleurs, j'y croyais. D'ailleurs, il y a un moment, j'y croyais pas. J'avais peur j'avais peur que c'était un scam, et donc du coup, je pense que c'est la seule boîte de toute l'histoire chez Kima où en fait, on a demandé on avait fait ça avec Plug and Play, on a demandé les extracts de compte en banque, on a regardé les transactions pour être sûr. C'est moi, c'est de croissance. Bon, en fait, et de rentabilité. Il fait ça dans les VTC, il est très intense et tout. Ça se trouve en fait, il nous pipote. Il a une telle énergie aussi, une niaque qui ça fait plaisir. Ça pour le coup, tu ressors, t'es content. Super. Bon, en tout cas, ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, je mettrai le lien de Kima Ventures en description de la vidéo YouTube, même s'il n'y a pas d'email apparemment assez. Je mettrai ton email. Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils nous ont écoutés jusqu'à maintenant ? Bien sûr. C'est quoi l'email du coup ? Alexis@kimaventures.com.
Ok, alexia@skimaventures.com. Donc ils peuvent t'envoyer un email s'ils ont des boîtes tech. Et alors du coup, juste pour finaliser sur ça, une boîte, est-ce qu'on peut lancer une boîte sans avoir un CTO, avoir quelqu'un tech par exemple chez toi? Enfin, c'est des critères que tu regardes, toi qui qui adore la tech quoi, tout simplement. Il faut qu'il y ait un ADN tech parce qu'on monte une boîte tech. Mais j'aime pas cette dichotomie CEO-CTO et notamment technique. Ça revient un peu à technique business. C'est-à-dire en fait, je mets un CTO qui avait une école de commerce et un CTO qui a fait une école d'ingénieur. En fait, il faut plus se concentrer sur une différence de soft skills et qui on est, nos forces et nos faiblesses, et trouver quelqu'un qui nous complémente. Il y a plein de setups qui peuvent correspondre. Il y a un setup qui est souvent le cas, c'est il y en a un qui fout le bordel et l'autre qui nettoie. Typiquement, souvent c'est le CEO, il fout le bordel, il a plein d'idées, il est le lundi au bureau avec voilà, on va faire ça, etc. Puis il y a l'autre qui dit écoute, on va peut-être faire un user test avant, on va peut-être machin, etc. Il y a le CEO de l'externe, le CEO de l'interne. Il y en a un qui va faire le levée de fonds, qui va gérer les sales, etc. Et le CEO de l'interne, c'est lui qui s'occupe plus de la partie produit parfois, qui s'occupe des one-to-one, qui s'occupe de faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit carré. Bon, parfois, un peu, ces profils sont un peu similaires. C'est vraiment, il faut essayer de voir ce qu'on aime faire, comment on se projette et comment il faut se connaître soi-même, faire un travail d'introspection et voir là où on est bon, là où on n'est pas bon, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, et ce qu'on n'a pas envie de devenir en allant vers sa zone d'inconfort, et se complémenter là-dessus. Il faut qu'il y ait un ADN tech, ça c'est toujours fort, mais c'est beaucoup plus important de s'associer comme ça, plutôt que de se dire ok, bah voilà, je vais prendre un CTO qui est tech, parce que moi je suis business, parce que moi j'ai une idée, et j'ai besoin de quelqu'un pour la rédiger, et de se dire ok, bah voilà, mon CTO c'est un blue collar worker qui va juste me coder des trucs et me pisser du code. Ça, c'est des associations qui généralement sont pas incroyables. La première cause de faillite des entreprises, on dit que c'est les ruptures entre les associés. Est-ce que ça, c'est un truc que vous regardez à fond, vous êtes ultra vigilant? Jean, il en parlait dans le podcast. D'ailleurs, je recommande les gens qui nous ont écoutés d'aller voir aussi celui de Jean, où en gros, il explique qu'il voit tout de suite, quand il y a deux profils, qu'ils vont se clasher à un moment donné, quoi. Ça se voit assez rapidement. Je sais pas, par exemple, le mec qui est trop long, qui fait des phrases trop longues, et l'autre qui est ultra pragmatique, carré, tu vois, qui sait où il va. Est-ce que tu arrives à les repérer aussi un peu, ces gens-là, et c'est un truc sur lequel vous êtes vigilant, vu que c'est quand même la première cause d'échec des entreprises? Ça se voit, honnêtement, il y a des moments ça se voit, il y a des moments ça se voit pas. Il y a des moments ça se voit, il y a des moments ça se voit pas. Nous, on est assez présents quand ça arrive, parce qu'on a un rôle assez neutre dans la table de capitalisation. Et parfois, il y a des situations dans les fights entre des cofondateurs où en fait, les gens disent que le VC il est à côté du CEO, et donc du coup, nous, on a la possibilité d'être un peu neutre, donc parfois les gens nous utilisent comme tampon. Donc oui, ça arrive. T'as déjà vu deux personnalités vraiment totalement différentes et tu dis non mais c'est pas possible là. Il y en a un il va trop vite, l'autre il va à l'inverse trop lent, il est trop analytique. Tu vois ce qu'on se dit que parfois dans le recrutement, il y a des tests même de couleurs, le rouge, le bleu, etc. Le bleu c'est l'analytique, le rouge c'est le plus sanguin. Tu vois, Mimoun à mon avis il est rouge, tu vois, je pense en couleur. Mais tu vois, les bleus, ils sont plus analytiques, donc ils ont besoin de plus de temps, faut y aller plus doucement, etc. Parce que tu vois, si tu mets un rouge et un bleu, bah du coup tu peux te dire putain. C'est ça qu'il faut justement. Parce que tu regardes quelqu'un qui est justement un rouge, qui part un peu dans tous les sens, qui va très vite, qui va très loin, etc., qui a une énorme vision. C'est justement le côté qui fout le bordel. Le problème qu'il y a, c'est qu'il peut partir très très loin. Et donc du coup, il faut quelqu'un qui est de l'autre côté pour le calmer un peu. Alors oui, d'accord, il y a des frictions, mais c'est aussi le truc de l'association. L'association, c'est avoir des gens où en fait il y a une balance respectueuse. En fait, on peut tous dire il y a une balance qui est respectueuse entre tous les deux. Et dans la complémentarité, mais toujours dans le respect. Et aussi parce qu'il y a des moments, dans les phases de haut et les phases de bas, c'est bien de se retrouver avec quelqu'un de confiance et qui lancer des idées en mode balle de ping-pong, voir comment la personne réagit. Et ça, en fait, quand on est tous les deux trop proches, en fait, la réalité, c'est que c'est souvent quand les gens sont trop proches qu'en fait, soit la boîte part en sucette parce que tu mets deux Mimoun en même temps comme cofondateur, j'ai pas envie de faire ça. Mais par contre, tu mets... Mimoun, il prend cher. On a beaucoup parlé, il va rigoler. Je pense qu'il rigolera. Oui, grave. Et en fait, mais tu mets... mais pareil, tu mets deux personnes qui sont justement trop dans la précaution, ça marche pas. En fait, c'est justement l'équilibre entre les deux qui fait que du coup, c'est ça qui marche. Alors oui, parfois, il y a un peu des moments où tu as envie d'encastrer ton cofondateur dans une plaque de béton. Mais bon, ça fait partie du truc, tant que c'est fait dans le respect. Toi, t'aimes bien pas le fait d'encastrer dans une plaque de béton, mais déjà le fait de discuter. T'aimes bien la complémentarité des profils. Oui. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse.
Est-ce que tu pourrais nous donner pour finir peut-être 3 conseils s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent dans la tech, qui voudraient lever des fonds auprès de VC, des conseils, des choses à faire, des choses à ne pas faire, enfin les critères un peu pour toi qui peuvent vraiment jouer pour réussir ce process de levée de fonds? Alors le premier, c'est d'apprendre. On a une chance énorme, c'est qu'il y a énormément de contenu sur l'entrepreneuriat. Alors que, par exemple, quand toi tu t'es lancé, c'était pas pareil. Et quand tu t'es lancé, ça devait être au début du Lean Test, au début du Lean. C'était en 2015 que tu t'es lancé? 2015, ouais. 2015, ouais. J'étais en freelance de 5 ans avant, donc 2010. Mais je sais plus à quel. Tu faisais référence à quoi? Quand tu t'es lancé, il y avait beaucoup moins de best practice, il y avait beaucoup moins de choses pour apprendre. Il y avait les forums, c'était un peu. Il y avait un peu de trucs. Maintenant, aujourd'hui, on a énormément d'avantages et qu'on a énormément de choses où on peut apprendre, des best practices à apprendre. Alors, bon, le problème des best practices de l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas retomber dans le moule, parce que les meilleures boîtes sont des boîtes non consensuelles, donc parfois ne respectent pas forcément les règles. Il ne faut pas être trop sage et jouer un peu avec la ligne jaune de temps en temps. Et trop d'entrepreneurs sont trop sages. En quoi ça va les aider à lever ça? S'ils viennent te voir, le fait qu'ils aient appris les codes, parce que voilà, le problème qu'il y a de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est... En fait, c'est un monde très créatif, où il faut jouer avec les règles, pas faire dans les moules. Mais les investisseurs demandent un peu des trucs dans les moules. Et parce qu'aussi, il y a aussi des best practices dans les sales. On ne va pas réinventer le pattern des SDR, account executive, machin, etc. Parce qu'en fait, c'est de l'expérience qui est connue depuis les années 80 où l'écosystème startup a été créé dans la Silicon Valley. Tout ça a été pris. Donc, du coup, il faut bénéficier de cet effet boule de neige. Donc, il faut apprendre, se documenter, tout en faisant attention de ne pas devenir un moule consensuel. Okay. Donc, respecter les codes de l'entrepreneuriat pour que l'investisseur se dise OK, il est structuré de la manière dont les boîtes fonctionnent depuis toujours. Et il n'a pas fait n'importe quoi, par exemple. Je sais pas, il commence, il a 3 chefs de projet plutôt que d'avoir des sales. Enfin, que la structure. C'est ça. Ok. Donc il y a vraiment cette compréhension. Tu as le livre de Exa qui est incroyable pour apprendre ça. Tu as YC Startup School qui est génial. Donc à la fois sur YouTube, mais à la fois il y a la plateforme en ligne. Okay. Ça, c'est génial. Je mettrai les ressources en description YouTube. Donc ça, apprendre. Quand on a un problème, on trouve le meilleur livre qui correspond, on y va. Deuxièmement, s'entourer. Il ne faut pas être seul. Monter une boîte, on passe par des phases de haut, on passe par des sales phases de bas qui sont vénères. Solo founder, genre, faut pas ça? Non, mais par exemple, on peut être solo founder, mais il faut avoir des potes entrepreneurs. Okay. Et c'est ça que je veux dire par s'entourer. C'est avoir des amis entrepreneurs, des amis entrepreneurs à peu près du même niveau, qui sont à peu près dans le même stade que vous. Et toujours renouveler ce cercle, toujours rencontrer d'autres gens. On a une fondatrice du portfolio, Marion, qui est la fondatrice d'Optimise, qui en fait, elle est solo founder, mais elle, du coup, elle fait énormément de déjeuners avec plein de fondateurs, qui lui permet du coup d'apprendre par procuration et d'avoir plein d'amis comme ça. Donc, du coup, il faut s'entourer des fondateurs et toujours renouveler ce cercle-là quand on monte. Et les meilleurs entrepreneurs ont plein de potes founders. Quand on a un problème, on peut WhatsApper quelqu'un. Okay. Et le troisième point, c'est apprendre. Et le troisième point, c'est de parler avec ses utilisateurs. Okay, c'est faire des user tests. Ça, je suis tellement d'accord. Lire le mom test. On n'a pas le droit de monter une boîte si on n'a pas lu le mom test. Ça, t'en parles souvent, ça, je le mettrai en ressource aussi. On parle avec ses utilisateurs, mais c'est aussi parce que je n'ai pas suivi le mom test, c'est aussi pour ça que je me suis planté. Et c'est un PTSD. C'est quand on revient à la base de l'entrepreneuriat, il faut faire des trucs que les gens ils veulent, et pour ça, pour savoir ce que les gens veulent, il faut faire des utilisateurs. Donc, il faut faire des tests utilisateurs. Donc, faut parler avec ses utilisateurs pour savoir ce qu'ils vont et faire des trucs que les gens ils veulent et mettre de l'intensité. Grave. Moi, ce conseil-là, il est génial. Et alors, moi, je vais même plus loin sur ce conseil-là. À les rencontrer, c'est-à-dire les voir physiquement et se faire des sessions comme ça et aller les voir souvent physiquement. Et il y a un truc qui est génial quand tu fais ça, c'est que si par exemple tu prends 10 cafés avec 10 users par exemple, en fait tu leur demandes, en fait c'est tout bête, hein, tu leur dis juste voilà, donne-moi les 3 choses que tu as le plus aimé, les 3 choses que tu as le moins aimé. C'est vraiment la question la plus bateau. Et en fait tu vas très vite voir ce qui ressort. Et ça, je trouve ça génial de voir par exemple les côtés positifs de ton produit. Souvent les gens vont adorer un truc que toi, tu avais aussi instinctivement vu aussi, mais ils vont te le confirmer en mode sur 10 personnes. Tu en as vraiment les 10, ils vont tous te dire ce produit-là, cette fonctionnalité, c'est la meilleure. Donc, tu sais que tu peux contrôler. Et pareil, ils vont te dire ce qu'ils vont pas aimer, que tu peux aller régler. Et ça rejoint ce point-là, c'est vraiment je trouve trop souvent, on crée des choses un peu derrière son ordinateur, on se cache un peu derrière son ordinateur. Et c'est la règle de base, c'est une base, hein, c'est un basique, mais franchement, moi, je trouve que c'est le meilleur truc. Même aujourd'hui, moi, je le fais. Je vais souvent rencontrer des gens et je leur demande ce qu'ils aiment dans le produit, etc.
Et c'est le meilleur. Et d'ailleurs, il y a le fondateur de Deal, Alex Bozis, qui a fait un post sur X, genre hier soir, je crois. Et il dit que, en gros, le CEO, quand tu fais un produit, doit continuer d'aller voir ses utilisateurs. Oui. Même sa boîte, elle vient d'être valorisée 17 milliards. C'est la boîte d'ailleurs qui a atteint de l'histoire, qui a atteint 1 milliard de revenus le plus rapidement possible. Il a dépassé Stripe, il a dépassé tout le monde. C'était ça son poste. Et il dit qu'il doit continuer de challenger le produit en tant que CEO. Donc, continuer d'aller voir les équipes produits et continuer d'aller voir les users. Donc, tu vois, ce qu'il lui aussi le dit, c'est vraiment que c'est le truc. Tu peux pas build un produit sans faire ça. Oui, puis même avant de créer le produit, on peut avoir une idée. On est dans sa tour d'ivoire, dans son incubateur, etc. Tout joli, dans les beaux quartiers de Paris, etc. Et en fait, on ne sait pas comment les gens ils travaillent sur le terrain. Et en fait, parfois, en fait, on se fait des films sur les problèmes des gens. Et on va les voir, ils disent « Ah oui, c'est intéressant, etc. » Puis là, tu les vois, ils utilisent un formulaire tout pourri sur le côté. Tu dis « C'est quoi ce formulaire-là » Et tu fais « Ah oui, moi, je fais ça tout le temps, c'est un peu casse-pied, mais bon, bah, ça va, quoi. » Et là, tu creuses, tu dépelotes la pelette, et là, tu fais... Et là, en fait, il y a une énorme... Et d'ailleurs, pour l'histoire de Deal, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on reprend l'histoire de Deal, en fait, c'est un business qui n'avait rien à voir, et en fait, c'est en restant en contact des utilisateurs, ils ont pivoté, et à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un client qui avait ce problème-là, et ils ont dépeloté la pelote, et en fait, c'est devenu Deal. Exactement. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé sur Deal. Il y a un autre truc qui peut être cool aussi, comme tu disais, avant de lancer, de tester. Par exemple, un truc tout bête, tu as une idée d'application, ou de produit, ou de fonctionnalité, etc. Tu fais, par exemple, je sais pas, 10 posts LinkedIn différents, chacun sur une verticale très spécifique. Et en fait, ça te permet de tester un petit peu l'attraction. Et en fait, tu regardes, par exemple, si sur les 10, t'en as 9 qui font 100 vues et t'en as un, il fait 2000 vues. Et genre, il a, je sais pas, 20 commentaires et les autres, ils ont tous 2 commentaires. Ça peut être intéressant d'aller creuser. Et si vraiment la personne n'a pas de réseau social ou quoi que ce soit, d'aller prendre quelqu'un qui a de l'influence et de lui acheter 10 posts, même si ça coûte 2000 € les 10 posts, bah ça peut te faire gagner un temps énorme parce qu'en fait, cette espèce de traction de product market fit, ça peut se voir assez facilement. Ouais. Là, par exemple, j'ai fait un post pour Lucie, c'est une boîte qu'on a aussi financée ensemble. Le truc a explosé, alors que j'ai fait plein d'autres posts pour d'autres startups. C'est parce que ça répond à un vrai besoin. C'est pas parce que le post est bien, c'est qu'il y a un besoin qui est là, les gens aiment, et donc le truc explose. Bah, c'est la beauté du product market fit. Hein. Quand on l'a, personne n'arrive à écrire sur le papier ce que ça veut dire le product market fit. Il y a plein de posts, des médiums, de machins sur ce que c'est, faire des grosses listes et tout. Et en fait, en vrai, c'est tout simple. Hein. C'est qu'en fait, quand tu n'as pas le product market fit, les gens t'ignorent dans les incubateurs et voilà. Et quand tu demandes des intros à ton investisseur, tu demandes des intros à gauche à droite, personne ne te l'a fait. Et ensuite, après, quand tu as le product market fit, tout le monde te répond. Et qu'en fait, tu as l'impression que tu prends la vague et que ça se passe bien, et que toutes tes métriques se passent bien, et tu as l'impression de te faire porter par le vent. Grave, il y a un phénomène de fluidité, je trouve, dans le product market fit qui me fait penser à la boîte justement qui est concurrente de Lucie, qui est aux États-Unis, qui est Function Health, je crois. Function Health, Max de Lucie me disait, ils ont créé une app qui est pas forcément ouf, mais juste le fait de contrôler sa santé, de faire une prise de sang tous les 6 mois, tout de suite le truc a explosé alors que le produit n'était pas incroyable. Ça, et le product market fit, je trouve qu'il y a ce côté un peu de fluidité qui, tu sens que tu n'as pas besoin de forcer. Tu réponds à un besoin qui est là et il y a ce côté, tu forces pas le process. T'essaies pas de mettre un rond dans un carré, c'est vraiment, tu mets le carré dans le carré, ça s'imbrique instantanément. C'est ça. C'est ça pour moi le product market fit, c'est que tout de suite il y a une traction. Même au début, en fait, même dans la phase de MVP, etc., tu peux le sentir à ce moment-là. Et c'est pour ça que le MVP est cool, parce que c'est à ce moment-là que tu peux tout de suite sentir s'il y a cette fluidité. Ou sinon, tu sens qu'il y a un peu de friction. Bah, les fondateurs qui pivotent et qui arrivent sur un product market fit, ils nous disent tous, au début, quand je faisais des appels sales, ils traînaient un peu les pieds, ils repoussaient les appels, mais ça se passait bien, ils me disaient que mon truc était bien, mais j'arrivais pas à voir les décideurs, etc. Et j'ai fait mon pivot, et tout de suite, ils arrivent à 5 dans le call, ils me demandent tout de suite, machin, ils me demandent, c'est quoi mon prix ? Et en fait, c'est un côté qui est génial, moi, pour l'avoir vécu, parce que le dernier pivot, on a réussi à avoir le PMF. Quand tu passes d'un côté où personne ne veut de toi, où tu es obligé de forcer en permanence pour que les gens t'écoutent, et les gens, ils te regardent en mode, tu vois, tu sens un peu dans leur regard qu'ils en ont un peu rien à foutre, et qu'après, de l'autre côté, tu as ton PMF, et là, tu vois tes utilisateurs qui se connectent, en plus, on était dans le B2C, donc tu vois tes analytics, tu vois les supports clients, ou le soir, tu réponds à tes requêtes, etc. C'est trop stylé. C'est trop cool. Et ce qui est fou, c'est que ça se ressent de manière globale dans l'entreprise, à tous les services. C'est-à-dire que les sales, ils arrivent à mieux vendre.
Les consultants, ils sentent une meilleure rétention. Ou sur le service client, tu vois, il y a plus la relation est meilleure, quoi, on va dire. Je sais pas, c'est l'impression que tout se fluidifie à tous les niveaux dans l'entreprise, quoi. Comme tu dis, ça glisse un peu sur la vague. Tes fondateurs continue de peaufiner, continue d'être proche des users justement pour peaufiner ça. Mais c'est ce qu'il faut aller chercher, je pense, au début. Et peut-être trop de monde au début n'ont pas le product market fit et s'entêtent et sont dans le. Ils veulent faire rentrer un carré dans un rond et ils veulent le forcer. Et quand tu veux faire rentrer un carré dans un rond, tu arrives toujours à faire rentrer des choses. Ouais. Mais c'est en forçant et c'est pas bon. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Regarde les meilleures boîtes. Tu as toutes les boîtes dans l'écosystème, on revient sur le fait qu'elles ont tous passé par une phase difficile. Tu as 2 typologies de startups qui ont bien fonctionné. La première, c'est celles qui ont levé des seed hype. Mais en fait, quand elles ont levé des seed hype et qu'elles ont bien marché, c'est toujours qu'elles sont passées par une phase de 1 ou 2 ans de test et de user discovery. Les 2 boîtes qui ont levé des seed hype qui ont trop bien marché, c'est Penny Lane et Pigment. Les 2, en fait, Penny Lane, ils ont passé, avec le studio, ils ont testé un nombre d'idées, mais incroyable, avant de tomber finalement là-dessus. Et Pigment, pareil. Eleonore, elle a itéré pendant 1 an et demi, jusqu'à trouver cette idée-là. Elle l'a fait de façon méthodique. Et en fait, et de l'autre côté, c'est les boîtes qui en fait sont passées par une phase où en fait personne ne voulait d'eux, ils ont galéré, ils ont fait un petit angel run, etc. Ils ont trouvé ce PMF un peu dans la difficulté. Oui, à force de forcer d'itérer, à un moment donné, il y a un éclair. Par contre, les précides qui ont été tout de suite ultra hype, je l'ai avec les General Catalyst, les Sequoia en grande pompe, etc. Après 3 mois de test, où il y a même une boîte qui a levé avec tous les fonds, ils ont trouvé leur idée 15 jours avant de lever, ils ont levé en grande pompe par des VC de la vallée. En fait, le problème qu'il y a, c'est que ce travail-là de PMF, de réussir à trouver ce qui se passe, avoir ce PMF et tout, c'est un travail qui me prend un peu de temps. Mais faire ce travail-là d'user discovery, faire ce machin sous la lumière, des gros VC qui vous ont financé, vous êtes investi dans tous les dîners, dans tous les podcasts, etc. Vous devez trouver ce product market fit sous la lumière. Vous commencez à recruter, à cramer, à prendre des team sales, etc. Alors que vous n'êtes pas encore totalement prêt. C'est super dur. Il faut une force de l'esprit qui est très difficile. Être résilient et tenir. Et les gros méga seeds très très hype, parfois, ont détruit de la valeur sur des fondateurs. Ça, c'est sûr. Dernier sujet, tu parlais de révolution technologique. Il y a eu Internet, tu disais. Ensuite, tu dis qu'il y a eu le mobile. Tu me dis si je me trompe, parce que je reprends un de tes podcasts. Que le Web3 c'en était une sans en être une, mais que c'était plutôt back-office, donc moins visible pour le consumer, on va dire. C'est plus une technologie de la blockchain, donc pour la transparence, la véracité de l'information, l'authenticité, etc., mais qu'on voit moins, donc on la met pas dedans. Allez, on va dire qu'on la met pas dedans. Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui, pour toi, est une nouvelle révolution, dans le sens où elle apporte des nouveaux codes. Est-ce que le monde du VC, du coup, va vraiment s'articuler autour de l'IA ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand j'utilise ChatGPT et que je suis dans la rue et que j'utilise en plus la recherche vocale, que j'utilisais pas non plus, donc j'ai fait double. Recherche vocale, j'étais pas dessus, et en plus, j'utilise ChatGPT. Je me dis, putain, ça allait vite. Voilà, est-ce que tu penses, du coup, que les prochaines licornes, les prochaines belles sociétés à financer vont être autour de l'IA, et voilà, de nous dire un petit mot sur ça. En gros, si on refait la timeline, il y a eu le PC dans les années fin des années 80, fin des années 80. Il y a eu Internet fin des années 90, début des années 2000. Il y a eu le Web 2 qui était dans les années 2004, un truc comme ça. Le mobile en 2008. Et en fait, Internet, Web 2, mobile ont été assez resserrés en fait, en termes de temps. Et depuis le mobile, il y a eu toute une phase de creux depuis 2008 où les gens se disaient en fait ça allait tellement vite qu'en fait il va y avoir un moment où ça va tomber. Donc, du coup, les gens ont essayé de trouver en fait cette nouvelle plateforme et les gens cherchaient des plateformes pour créer des usages de demain. Il y a eu l'impression 3D à un moment donné aussi, il y a eu pas mal de hype. Ouais. Il y a eu l'impression 3D, il y a aussi pas mal la VR où les gens pensaient que les casques de VR seraient la prochaine plateforme pour créer des usages de demain. Et là, c'est en train de revenir un peu avec les lunettes de Meta. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Peut-être un jour, ça finira par fonctionner. C'est vrai que ça revient, ça repart. La VR, c'est exactement ça. Mais l'IA, ça a été pareil. Hein. L'IA, il y a eu des winters, des summers. Ça arrivait jusqu'au moment où ça a réussi à trouver son truc qui a fonctionné et avec les LLM.
Et donc, du coup, peut-être qu'en fait, avec les RVR, ça sera pareil. Mais donc, du coup, les gens, depuis 2008, depuis le mobile, cherchaient une plateforme pour créer les usages de demain. Okay. Le Web 3, les gens pensaient que ça allait l'être, avec la blockchain, allait être une plateforme pour créer les apps de demain. Il se trouve que la blockchain, c'est plus en fait une technologie back-end qui est en fait les rails de paiement du futur. C'est excellent pour ça. C'est génial, c'est une technologie qui est trop bien. Mais pour l'instant, c'est le meilleur use case qu'on a trouvé de la blockchain, sur lequel il y a un vrai product market fit, sur lequel ça fonctionne, et ça fonctionne en production sur des vrais volumes. Et Spico, on a un très bon exemple. Ouais, j'allais en parler, ouais. Spico, je voulais leur faire de la pub, mais c'est un bel exemple. Spico est un très bon exemple. Mais en fait, ce n'est pas une plateforme pour créer les usages de demain. Et l'IA, quand elle est arrivée, aujourd'hui, c'est ce qu'on a trouvé de plus proche et ce qui se retrouve aujourd'hui véridique. Aujourd'hui, si tu montes une boîte en B2C user, tu vas forcément mettre une application mobile. Tu vas pas réfléchir à est-ce que tu fais une boîte mobile ou pas. Non, tu fais une application mobile parce que c'est normal. Et en fait, aujourd'hui, l'IA, c'est ce qu'aujourd'hui, je pense être, on pense souvent, mais là, pour le coup, je suis plutôt aligné avec ça, être une révolution qui permet de créer les usages de demain, les nouveaux machins. Et en fait, de toute façon, quand tu crées une boîte, tu vas de toute façon incorporer de l'IA parce que c'est normal. Tu vas pas te dire, je vais pas incorporer du web. Est-ce que c'est pas back-office aussi un petit peu ? C'est-à-dire que c'est pas 50% back-office, 50% effectivement front, expérience utilisateur, où ça peut changer des utilisations, dans le sens où l'IA, souvent, elle peut se mettre aussi en back-office pour améliorer des process, tu vois, elle intervient à deux niveaux, alors que on va dire que la blockchain, c'est vrai qu'elle est vraiment, elle est que back, on va dire. Mais est-ce que l'IA, elle est pas aussi un peu back dans le sens où elle ne fait pas que changer des habitudes de consommation, mais elle aide aussi, tu vois, à améliorer des process dans des boîtes, à fluidifier des choses. Internet, pour toi, c'est back-office ou c'est front-office ? Le mobile, c'est back-office ou c'est front-office ? Je dirais que c'est quand même pas mal front. Dans le sens où c'est dans l'utilisation, tu vois, Internet, c'était une manière de rechercher, de l'utilisation. Ce que j'appelle back, c'est un truc qui est pas visible et qui tourne un peu en... Non, mais tu peux dire, il y a les telcos qui sont derrière, il y a les protocoles ouverts que sont HTTP, le World Wide Web, de Tim Berners-Lee, etc. Donc en fait, tu peux voir les choses... C'est une plateforme, en fait. Et donc, du coup, les deux... et c'est pareil avec les LLM. Il y a un côté front avec les OpenAI, Mistral et les autres. Et tu as un côté back aussi. C'est comme ça. Et donc, du coup, ça va... Enfin, pour toi, justement, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de boîtes, tu penses, qui vont sortir et du coup, ça vaut le coup en tant que VC de bien regarder, parce qu'il peut y avoir des pépites à financer, il va y avoir des gros coups à faire dans l'IA, ou ça peut être aussi de la poudre aux yeux. Il y a pas mal de gens, j'ai entendu pas mal de gros VC dire qu'en fait, ils allaient faire gaffe et qu'ils y allaient doucement, parce que ça pouvait y aller en mode bulle Internet, et en gros... c'est pas sûr demain que tu vois, je sais pas, les lovable, etc., ça persiste. C'est quoi ta vision de ça En fait, c'est le problème en fait, il y a deux points. Le premier, c'est est-ce que justement l'IA va être une technologie qui va être utile pour le futur et que ça va être la plateforme d'un usage de demain ? La réalité, c'est que on n'a pas trop de doute sur le fait que ça va l'être. Ensuite, après, du coup, il y a trois parties. La deuxième partie, c'est est-ce que justement il va y avoir des boîtes incroyables qui vont naître ? Oui. Dans le mobile, quand on regarde le mobile, c'est le mobile récent, avec les nouvelles plateformes qui sont computer-like comme l'iPhone, Android, etc. C'est 2008. Il me semble que Uber, c'est 2010, 2012, je crois. Donc ça a mis un peu de temps. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a encore rien vu avec l'IA. Il peut se passer encore énormément de choses, et ça se trouve, c'est dans 3 ans qu'on va avoir les nouvelles pépites. Et le troisième point, c'est le point bulle. C'est un truc qui est assez contre-intuitif, notamment quand on est français, parce que c'est pas dans notre culture. On a toujours envie d'avoir raison, on est dans la précision. Et en fait, il se trouve que statistiquement, c'est beaucoup plus intéressant de jouer dans un marché que d'être off du marché en disant que ça va péter. Ça marche dans les marchés publics. Tu regardes dans les stats, donc ceci n'est pas un investment advice, mais en fait, c'est pas un conseil d'investissement. Mais en fait, les gens qui investissent régulièrement en bourse et qui se tapent un crash, en fait, font un meilleur retour que ceux qui attendent, qui disent moi je suis un expert, je vais investir au bottom. Ceux qui investissent, d'ailleurs, il y avait des gens de la crise, je crois que c'était la crise du Covid, de crise 2008, qui avaient fait les stats de backtracking, qui avaient vu qu'en fait les gens qui investissent au creux de la vague et qui sont pris juste le montant versus quelqu'un qui a investi en DCA mois par mois un peu et qui sont pris la descente et la remontée, en fait on fait quasiment la même performance. Super intéressant. Et c'est encore pire en venture. C'est-à-dire qu'il y avait un podcast de Doug Leone
de Sequoia. Il disait, mais en fait, le truc, c'est est-ce que. Et en plus, c'était à l'époque, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc, en fait, c'était une période où on ne savait pas encore très bien si il fallait investir en foundational model, sur le côté applicatif, sur le côté infrastructure. C'était encore plus flou à l'époque. Et il disait, mais en fait, est-ce que justement, c'est une bulle ou pas? Moi, j'en sais rien. Si ça se trouve, la majorité des boîtes vont se cracher. Mais la réalité, c'est qu'en fait, dans les années 2000, en fait, il y avait Amazon. Et en fait, rater Amazon, c'est l'erreur. Donc nous, en fait, on joue là-dedans, mais parce que nous, même si jamais il y a un crash, ça se trouve, il y a une boîte incroyable qui va en sortir. Et moi, mon job en tant que Sequoia, c'est pas la rater. Parce que c'est ce Amazon-là qui va rendre mon fonds, même si jamais ça se trouve, les autres vont se planter. Ou en tant qu'Ima Ventures, je te dis Sequoia. Oui, c'est ça. Et en fait, la réalité, c'est que si ça se trouve, si ça se trouve, moi, je pense pas que ce secteur va s'effondrer. Okay. Parce qu'il y a quand même des usages auprès de tout le monde et que c'est une technologie qui marche très bien. Après, peut-être que j'aurais tort. Mais la réalité, c'est que même si jamais c'est une technologie qui se plante et qu'il y a une boîte qui est en fait la boîte incroyable qui va révolutionner notre quotidien, qui sera le Amazon de demain ou sous une autre forme. Voilà. C'est sûr, si tu trouves le Apple de demain de l'IA, même si tu investis par exemple sur une valo en rentrant à 50 millions et qu'un jour le truc il vaut 3 000 milliards par exemple, 3 trilliards, tu fais fois 10 000, fois 100 000 sur ton investissement et donc du coup on est sur des tels multiples que ça te rembourse tout et en fait c'est même plus le coup du siècle, c'est pas que tu as trouvé une licorne là, c'est que tu as trouvé un géant. Et d'ailleurs c'est pour ça que je sais pas si tu as vu que Iconic avait investi dans OpenAI à 500 milliards parce qu'ils disent que ça va valoir en gros 3 trilliards et franchement moi si j'avais pu investir à 500 milliards de valo OpenAI je l'aurais fait tu vois si on m'avait laissé l'opportunité parce que franchement c'est évident enfin, et pourtant c'était pas donné au début et pourtant c'est cher mais ce que je veux dire c'est que je te rejoins là-dessus que c'est comme ceux qui avaient mis au début de Apple quoi tu vois si tu investis en bourse sur Apple au tout début quand il y avait déjà les premiers produits en fait tu faisais un fois 10 000 même en bourse tu vois enfin c'est des telles réussites que ça te couvre tout le reste après je trouve que ce qui est chiant quand tu fais du VC c'est que tu reçois plein de dossiers tout le monde met IA partout que souvent c'est du fine tuning de modèles donc tu as des agents IA dans tous les sens pour toutes les verticales et à la fin tu dis bon il y en a un qui vont être plus ou moins meilleurs dans la distribution sûrement mais une boîte qui va valoir demain 3 trilliards c'est pas un agent IA fine-tuné qui aura une bonne distribution, tu vois. Ça sera plutôt... On sait rien. Ok, mais bon. L'important, c'est de faire des trucs que les gens ils veulent, de parler avec ses utilisateurs, ils mettent de l'intensité là-dessus. C'est vrai. En fait, on n'a aucune idée de comment va être fait le lendemain. Et même OpenAI, au début d'OpenAI, quand tu vous regardez le truc au début, tu es en mode, mais ce truc... boîte est complètement chez père. Et en fait, on n'a aucune idée de comment va être le futur. C'est pour ça que les gens... même pas le gagnant. C'est ça qui est drôle. Parce que, tu sais, la bulle internet, on savait pas qui allait gagner. Je sais pas que Yahoo, c'était plus gros que Google à un moment donné, non ? Ouais, bien sûr. Il me semble. Mais tu vois, aujourd'hui, ça se trouve, c'est Mistral qui va devenir le Apple de demain. Et OpenAI qui va faire faillite. Enfin, on sait pas. Et moi, je me rappelle je crois que, je sais plus, il y avait une offre entre Yahoo et Google. Il faudrait creuser, mais... On sait pas on sait jamais qui est le gagnant dès le début. Enfin, il y a peut-être même un nouveau qui est pas né encore, qui va naître là en 2026 et qui va tuer tout le monde. Bah, c'est la destruction créatrice, hein. C'est là pour une raison. Ouais. Et c'est pour ça tout le monde qui dit bulle, bulle, bulle. En fait, c'est toujours le truc. Soit on est pessimiste, soit on est optimiste. La réalité, c'est quand on est pessimiste, on dit il y a une ville, ça va péter, etc. Bah, on fait rien. Et en fait, c'est facile d'être dans son coin, d'être dans son canapé et de se dire que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oh, un jour, vous aurez raison. Ah, ok, super. Un jour, vous aurez raison. Quand vous aurez raison, il se passera quoi ? Vous aurez gagné quoi ? Oui, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a un système de surfinancement qu'il n'y avait pas à l'époque. Dis-moi si je me trompe. Mais en gros, il y a tellement de fonds injectés dans OpenAI que ce que je te dis aujourd'hui est peut-être moins vrai qu'à l'époque peut-être des Google, des Yahoo, etc. Parce qu'en fait, là, ils ont injecté tellement d'argent dans OpenAI qu'il y a un peu le winner takes all dès le début. Et peut-être qu'on est dans une... Il y a tellement d'argent en fait aujourd'hui que peut-être que la tech va évoluer différemment ou tu vois, la destruction créatrice dont tu parles, peut-être qu'elle est peut-être un peu moins vraie dans le sens où ils le poussent tellement. Tu vois, je me dis, ça peut être chaud d'aller concurrencer un chat GPT demain. On ne sait pas. Hein. Les gens disaient pareil sur Google. Hein. En 2012, quand j'étais ma boîte à Londres, tout le monde disait le mantra des VC, c'était de dire à
c'était tout le temps de dire ah mais si Google faisait ça, c'est comme ce qu'aujourd'hui les gens disent sur OpenAI, hein. C'est ah mais si jamais Google va faire pivot pour faire lance ton produit, comment tu vas être? Bah qu'est-ce que tu veux que je te réponde à cette question? De un, elle est complètement con, et deuxièmement, bah en fait il se trouve que Google c'est un énorme mastodonte, ils sont lents dans l'exécution, et voilà, en fait les structures deviennent lentes au bout d'un moment, donc en fait les entrepreneurs gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapides. C'est pour ça que j'insiste sur la rapidité d'exécution et sur la vélocité, sur le drive des fondateurs. C'est la rapidité d'exécution qui beat le cash. OpenAI aujourd'hui est très rapide dans l'exécution at scale. Il y a OpenAI, Datadog aussi, c'est une boîte qui est toujours très rapide dans l'exécution at scale, et c'est très difficile de battre des gens qui sont très véloces. Plus avec l'argent. Avec l'argent. Mais un jour OpenAI va s'endormir. Peut-être pas, hein, mais... Et d'ailleurs, moi j'adore quand on parle de ça, je dis toujours aux gens, quand ils me disent mais si... tu sais, quand ils lèvent des fonds, il y a toujours un VC qui va dire oui, mais s'il y a telle boîte qui lance ça, t'es mort demain. Et moi, j'aime bien répondre pourquoi Apple n'a jamais lancé de moteur de recherche. Tu vois, ils auraient pu le faire. Ils avaient les mobiles, ils avaient la distribution, ils avaient tout. Et en fait, c'est pas si simple quand tu es un mastodonte, tu es spécialisé dans ton industrie. Même si tu es vraiment la plus grosse entreprise du monde, tu peux pas non plus te diversifier trop non plus, tu vois. Sinon, tu créerais toutes les verticales, tu vois. Alors, ils le font, mais c'est pas si simple. Apple dans l'AI, c'est un exemple. Et en plus, Apple dans l'AI est un double exemple, parce que après, je suis pas du tout un expert du sujet, mais la culture du secret et la culture du secret chez Apple, plus la culture de la privacy, qui sont des piliers qui sont très importants dans la culture d'Apple, les freinent beaucoup dans la course à l'IA. Okay. Après, en plus de ça, il y a une histoire de culture. Mais... Après, je suis pas un expert, peut-être que je me trompe complètement, mais bon. En tout cas, je suis content de t'avoir reçu. On voit beaucoup de gens de La Roche-Brochard. D'ailleurs, je l'ai invité. Il faudra aller regarder l'épisode pour ceux qui l'ont pas vu. Mais il y a encore peu d'épisodes de toi, donc tu me donnes un peu une exclue. Là, je suis content. J'ai hâte que les gens puissent découvrir ton parcours. Je mettrai en description YouTube le lien de Kima Ventures, ton email et toutes les ressources. Merci. Et c'est quoi Mumtest? Le Mumtest. C'est ton livre préféré, ça. Est-ce que je voudrais finir sur cette question. Si tu avais lu Mumtest avant de lancer tes premières boîtes, est-ce que tu penses que l'issue aurait été différente? Oui. Ok, donc t'as une grosse conviction sur ce livre. Oui. Okay. Oui, voilà. Ok. Bon bah voilà, on le recommande, on le mettra en ressources. Je vous recommande d'aller l'acheter. Moi, je l'ai pas lu non plus, donc j'irai le lire et je te dirai. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut.